Bonsoir, donc merci d'être venu. Je vais commencer par me présenter le Shift et vous expliquer de quoi on va parler ce soir. Alors pour commencer par moi-même, je suis Cédric Riggenbach, Centrale Énergie 96. Centrale Nantes, tu vois Christiane, je suis un membre de Centrale Énergie, maintenant tellement à fond que je me présente comme ça, j'ai même plus d'école quoi. Donc Centrale Nantes 96, pour faire simple, j'ai fait le plus clair de ma carrière dans du conseil en gestion de projet informatique. Pas grand chose à voir avec le sujet d'aujourd'hui. Et puis il y a quelques années, j'ai commencé à m'intéresser aux questions du changement climatique, au point d'avoir envie d'en faire mon métier. En 2009, j'ai arrêté de prospecter dans mon secteur d'activité de consultant indépendant et j'ai pris 6 mois de mon temps pour me former sur le rapport du GIEC sur les questions de changement climatique. Et quelques mois plus tard, j'ai eu l'occasion de rencontrer Jean-Marc Jancovici qui était en train de monter The Shift Project, justement, un think tank qui travaille sur ces questions et qui m'a proposé d'en prendre la direction. Voilà. Donc le Shift, maintenant, de quoi s'agit-il? C'est un think tank qui travaille un petit peu sur le mode de l'Institut Montaigne, c'est-à-dire qui essaye d'élaborer des propositions politiques sur les questions climat-énergie, le but étant d'arriver à infléchir les décisions politiques, mais en se plaçant sur le terrain du lobbying, donc sur le terrain des décideurs économiques. L'idée étant que si on n'arrive pas à convaincre le monde de l'entreprise qu'il faut ces changements-là, il y a peu de chances qu'ils aient lieu. Alors concrètement, on travaille sous 2 modalités principales. Il y en a une qui est les projets qu'on gère en interne au Shift, et puis d'autres qui sont un peu plus sur le mode Institut Montaigne, c'est-à-dire on trouve un expert, on lui confie une mission, il va réunir autour de lui un groupe de travail et aboutir à une proposition au bout d'un certain temps de travail sur ce sujet. Et ce soir, je vais plus vous parler des sujets qui ont été gérés en interne par les équipes du Shift qui sont pour une partie ici et qui travaillent à temps plein dessus. Alors les 3 principaux sujets sur lesquels on a travaillé sont un portail de données dont je vais vous montrer 3 slides pour que vous voyez de quoi il s'agit, l'analyse de scénario énergétique qui va être justement l'objet de la conférence ce soir, et ensuite un truc qu'on appelle le rejonito, dont je vais vous dire également 2 mots. Alors pour vous dire 2 mots, donc des 2 sujets qu'on ne va pas regarder plus dans le détail que ça ce soir, le portail de données, c'est un portail web que vous pouvez aller voir, il s'appelle TSP Data Portal. Donc l'URL précise, c'est tsp-data-portal.org. C'est pas sur la slide, désolé. Donc TSP Data Portal, qui est donc un portail sur lequel on a exposé des données publiques sur l'énergie et le climat. Alors juste pour vous donner 2 exemples, un exemple de données qu'on affiche, c'est la production d'énergie dans le monde. Et on peut la regarder par énergie, par pays, par zone géographique. Vous voyez que sur le... Non, j'ai pas la souris ici, je sais pas faire. Non, c'est bon, c'est bon. Non, je sais pas faire, j'ai pas les yeux dans le dos, donc je vais pas y arriver. On peut regarder cette production d'énergie. Par exemple, si je veux regarder la production de charbon en Chine, je sélectionne Chine, je sélectionne charbon et je vois la courbe au cours du temps du charbon en Chine. Donc je peux regarder toutes les productions ou consommations d'énergie comme ça dans le monde par énergie, par pays ou par zone géographique. Et je peux ensuite les exporter sous fichier Excel, en images pour faire des beaux PowerPoint, dans Facebook, dans Twitter, ou même les insérer dans un blog. C'est-à-dire que si je veux montrer la production de nucléaire en Suède au cours du temps, je fais cette sélection, j'insère ça à l'intérieur d'un blog, et dans mon blog je verrai un petit bout d'image qui reste quelque chose de dynamique et sur lequel on peut remodifier la sélection qui a été faite, ou revenir sur notre portail pour faire visualiser d'autres données. Un autre exemple de données qu'on a mis en ligne, ce sont le top 20 des plus gros émetteurs de gaz à effet de serre. Donc vous voyez que les données ne sont pas les plus récentes possibles. On a encore en premier les États-Unis et la Chine en second. Donc depuis, la Chine est passée devant. Et on voit en 3e et 4e position le Brésil, l'Indonésie, à cause de la déforestation. Et on peut à nouveau sélectionner un seul gaz à effet de serre,
ou plusieurs, et on a ici une vision par secteur industriel. On peut aussi faire le contraire, on peut sélectionner sur un secteur et voir quels sont les gaz à effet de serre. Voilà, donc tout un paquet de données comme ça qui sont mis en ligne sur TSP Data Portal. Voilà. Les scénarios, on va en parler tout de suite, et le troisième gros morceau sur lequel on va travailler au Shift, c'est ce qu'on a appelé le Rojolito, donc en hommage à Bernard Rojo, qui était un expert de chez EDF, et qui a inventé en fait ce concept qu'on a appelé le reste à trouver, le RA. Le principe de Rojolito, c'est qu'on construit d'une part des scénarios d'offres énergétiques, d'autre part des scénarios de consommation énergétique, qui sont un petit peu des prolongations tendancielles de la consommation actuelle. Donc on essaie de comprendre les grands déterminants de la consommation, on les prolonge et on les déforme un petit peu dans le temps. Et ensuite on voit à partir de quand est-ce qu'on manque d'énergie, et dans quelle proportion. Voilà. Est-ce que c'est dans 5 ans il en manque beaucoup, est-ce que c'est dans 15 ans il en manque un petit peu, enfin voilà. Donc le Rojolito, c'est ça son principe, et contrairement à beaucoup de modèles économiques qui ont un couplage par les prix, nous on ne fait pas de couplage. On laisse simplement, on cherche à illustrer simplement ce décalage qui va exister entre l'offre et la demande si on espère telle consommation d'énergie dans le futur. Et quand on dit on espère, on se base sur les prévisions de chiffre d'affaires des entreprises, des secteurs industriels. On se base sur ce sur quoi les industriels sont en train de tabler pour faire des investissements long terme. Donc c'est quelque chose qui est dans certains cas assez robuste, c'est-à-dire on a investi dans une centrale thermique, donc le coût est parti, ça y est, elle est là pour 30 ans, donc elle va consommer de l'énergie. Donc c'est ce qu'on attend, on s'attend à ce que... oui, ça dépend de la techno, mais en effet, on a une centrale thermique qui est là pour un certain temps et elle va a priori fonctionner en consommant du fioul, du carburant. Donc, c'est un outil pédagogique qui va nous permettre de poser des questions et de dire, voilà, dans tel secteur, par secteur, par zone géographique, quel est le manque d'énergie, et par énergie également, quel est le manque d'énergie et à quelle échéance. Voilà. Alors pourquoi on travaille sur l'énergie au Shift? Bien pour éclairer le monde politique. Donc en fait on a un petit peu une activité d'éditeur de l'énergie pour les nuls. On va illustrer ça juste sur un exemple comme ça, parce qu'en période électorale il va vous parler. Il y a 5 ans on a eu un débat entre Sarkozy et Royal, pendant lequel Madame Royal pensait que l'énergie était à 17% nucléaire, alors que Sarkozy pensait que c'était à 50%. Donc, gagnés, ils se sont plantés tous les deux. Pourquoi? Parce que les vrais chiffres, c'est les suivants. En fait, déjà, premièrement, ils ont fait une confusion entre l'énergie et l'électricité. Bon, ça, c'est un grand classique. Donc, quand Madame Royal parle de 17%, en fait, elle pense à la consommation d'énergie finale qui est en effet nucléaire, mais en énergie finale. Et Sarkozy, lui, il parlait bien d'électricité, mais enfin, il parlait de puissance installée, si on parle de 50%. Donc, c'est pas du tout la même chose que l'énergie produite. Voilà, donc si on parle de la proportion du nucléaire dans l'énergie ou l'électricité en France, déjà on évoque potentiellement au moins 4 chiffres. Donc il y a besoin d'expliquer un petit peu les choses sur ce sujet à nos décideurs politiques, et c'est la raison pour laquelle on a choisi de travailler sur ces différents sujets, et principalement donc sur les scénarios énergétiques dont on va parler tout de suite. Alors les scénarios énergétiques, c'est une jungle, il y en a dans tous les sens. Ici, ils viennent de différents horizons. Ce sont les scénarios qui disent pas du tout la même chose. Là, je vous ai mis par exemple les extrapolations sur, les prévisions, entre guillemets, ou les projections plutôt, de plusieurs scénarios énergétiques sur le futur, en passant par un point unique à l'instant T, à l'instant du présent. Vous voyez que ça part un peu dans tous les sens. Ça ne veut pas dire qu'ils sont en contradiction les uns avec les autres, ça veut juste dire qu'ils illustrent des projections différentes, des hypothèses différentes. Ça part dans tous les sens quand on les regarde comme ça ensemble, et même quand on regarde une seule source, par exemple l'Agence internationale de l'énergie, on voit qu'au cours du temps, elle a largement revu à la baisse ses projections de production, là en l'occurrence c'est de pétrole. Donc la production de pétrole vue par l'Agence internationale de l'énergie, voilà ce que ça donne dans le temps. Vous voyez, en couleur vert, c'est plutôt dans le passé, et puis plus le temps passe, ça va vers le rouge, on revoit à la baisse régulièrement les prévisions. C'est une demande, ça? Oui, c'est la demande, mais la demande égale la production, puisqu'il n'y a pas de stock, très peu de stock sur le
Et donc, une petite citation pour finir sur cette conclusion. La prévision, c'est difficile, surtout quand elle concerne l'avenir. Ça va être tout l'objet de cette présentation, c'est-à-dire, est-ce que les scénarios énergétiques sont des prévisions? C'est une erreur qu'on a tendance à faire trop rapidement. On va essayer de voir pourquoi non, et qu'est-ce qu'on peut attendre et comprendre d'un scénario énergétique. Alors, tout d'abord, il y a une façon de les présenter. Il y a 3 grandes familles de scénarios énergétiques pour essayer de simplifier les choses. Il y a ceux qui sont de la famille des scénarios tendanciels, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle le business as usual, c'est-à-dire on continue comme en 40, on continue comme on est parti, on prolonge les tendances actuelles vers l'infini. C'est par exemple le scénario de l'Agence internationale de l'énergie. On a les scénarios exploratoires, c'est-à-dire et si. Alors et si on implémentait telle solution technologique, et si on mettait en place telle politique énergétique, et on regarde le résultat. Enfin, il y a les scénarios normatifs qui dessinent un futur souhaitable. Donc c'est le cas par exemple des scénarios des ONG comme Greenpeace ou WWF qui nous disent idéalement il faudrait arriver à faire ça. Voilà. On se fixe un objectif de type ne pas dépasser les 2 degrés d'augmentation de la température et on voit qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre pour atteindre cet objectif. Les scénarios diffèrent également par la motivation de l'organe qui les a émis. Ils peuvent avoir différentes intentions en produisant ces scénarios. Donc, par exemple, l'Agence internationale de l'énergie réunit les pays consommateurs de pétrole, elle dépend de l'OCDE. Le WWF est une ONG donc qui va plutôt nous présenter un scénario désirable. Un autre exemple de scénario, c'est celui des professionnels, enfin des fabricants d'éoliennes. Donc eux, ils vont nous dire, en tant que professionnels de l'éolien, on va vous décrire quel est le potentiel de cette technologie. Voilà, donc ils regardent uniquement un point, c'est si on va à fond sur l'éolien, voilà tout ce qu'on peut faire d'après nos estimations. Un autre scénario qu'on a trouvé, qui n'a rien à voir, c'est celui d'une banque, c'est Barclays, là, qui fait un scénario et qui dit, vu des investisseurs, voilà ce que nous on pense des investissements potentiels dans les nouvelles technologies de l'énergie. Et puis c'est le scénario Négawatt que vous connaissez sûrement, qui est dans le même esprit que WWF, mais sur un périmètre France uniquement. Donc on regarde tout ce qu'on peut faire au niveau sobriété, au niveau efficacité, et puis pour ce qui reste à produire, on va le faire à 100% avec du renouvelable à terme. Voilà. Donc vous voyez, chacun des organismes qui a produit ces scénarios avait en tête quelque chose de complètement différent. Ils avaient un objectif qui était différent à chaque fois, un angle de vue différent. Donc ils vont donner des résultats qui n'ont rien à voir, mais qui ne sont pas du tout en contradiction les uns avec les autres. Simplement, ils répondent à une question différente à chaque fois. Le fait est qu'on a tendance à prendre ces scénarios comme des outils d'aide à la décision. Comment est-ce qu'on peut utiliser un scénario pour planifier par exemple des investissements long terme, des investissements de structure importants qui vont durer longtemps, sur la base de scénarios énergétiques. Pour ça, il faut bien avoir compris qu'est-ce qui était derrière le scénario, quelle était sa valeur, est-ce qu'il avait une valeur prédictive ou pas, et est-ce qu'on peut se baser dessus. Alors, donc au Shift, The Shift Project a fait un travail qui consiste à regarder plusieurs scénarios, dont notamment 4 publications qu'on a regardées beaucoup plus en profondeur chacune. On a fait une analyse comparée en fait, de ces scénarios. C'est pas vraiment qu'on les a comparés entre eux, c'est qu'on a fait une analyse en parallèle sur plusieurs axes. Alors on a regardé les 4 suivants. On a regardé le World Energy Outlook, hein, donc je l'appellerai le WEO, c'est son petit nom à venir, le WEO 2011. On a regardé le document qui vient de l'Agence internationale de l'énergie américaine, donc c'est le département de l'énergie. Enfin c'est plutôt, pardon, pas l'Agence internationale, c'est soit le département de l'énergie, soit Energy Information Agency aux États-Unis, qui est donc un scénario un petit peu dans le même esprit que le WEO, plutôt tendanciel. Et ces deux-là ont des horizons temporels à 2035. D'ailleurs, au passage, je vous expliquerai pourquoi ceux-là sont à 2035 alors que les 2 suivants sont à 2050. J'aurai l'occasion au cours de l'exposé de vous donner la réponse. Et donc les 2 suivants, c'est WWF et Greenpeace, tous les 2 des scénarios
autrement dire désirables, avec une très très forte réduction de la consommation qui vont jusqu'à 2050. Pour l'ensemble de ces scénarios, on a regardé plusieurs aspects. On a regardé quelles sont les émissions de CO2 qui en découlent. On a regardé est-ce qu'ils sont compatibles avec les ressources ultimes de pétrole ou de gaz, de charbon. On a regardé également s'il parlait du prix, enfin du coût du scénario qu'il présente. Et enfin, on a essayé de comprendre quel était le modèle, quelle était la logique qui était derrière ces scénarios. Alors, je vais vous présenter le travail qu'on a fait tout d'abord sur le premier point qui est les émissions de CO2. On a un scénario qui nous présente une consommation d'énergie, énergie par énergie, donc on a les 3 énergies fossiles qui font du CO2, mais le scénario s'arrête en 2035 ou en 2050. Or, si on fait un travail du même type que les... Bonjour. Si on fait un travail de type climatique pour essayer de comprendre quelles sont les implications, les conséquences de ce scénario sur la température à la fin du siècle, il nous faut les émissions de CO2 sur l'ensemble du siècle. Donc on a notre scénario qui s'arrête soit en 2035, soit en 2050, et on a besoin d'imaginer ce que peut être la suite des émissions sur la fin du siècle. Pour ça, on a fait des choses un peu brutales, un peu grossières, juste pour voir si on arrivait quand même à des résultats intéressants. C'est-à-dire qu'on a pris dans une première extrapolation qui consiste à prendre le point où s'arrête le scénario et puis de faire une droite jusqu'à 0 en l'an 2100. Voilà, c'est un peu brutal. Un autre scénario qui consiste à dire, bon, à partir de la fin du scénario, on fait une ligne horizontale jusqu'à la fin du siècle. On ne se pose pas la question de savoir s'il y a assez de pétrole pour ça. Et enfin, un dernier qui est encore plus hallucinant, c'est-à-dire on continue tout droit, ou plutôt on prend la symétrique de la courbe qui va vers le bas. Bon, voilà. Et on va voir si avec ça on arrive à trouver quand même des résultats sur la température à la fin du siècle. Alors une fois qu'on a les émissions de CO2 énergétiques jusqu'en 2100, il nous faut les autres gaz à effet de serre, parce qu'il n'y a pas que le CO2 énergétique qui a un impact sur le climat. Donc si on prend le CO2 énergétique, on complète avec le CO2 non énergétique, donc la déforestation, et on rajoute le méthane et le protoxyde d'azote, là déjà avec ça on a quasiment 99% des émissions de gaz à effet de serre d'origine anthropique. Donc là aussi, on a regardé les scénarios du GIEC, qu'on appelle les SRES. Les SRES, donc c'est les scénarios qui viennent d'un rapport spécial qui s'appelle Special Report on Emission Scenarios, qui a été édité en 2100, et sur lequel se basent tous les travaux du GIEC. Donc les travaux du GIEC utilisent... ces 40 scénarios qui ont été étudiés en 2005. Donc on est parti de cette famille de scénarios que le GIEC a édité en 2001, et on a pris 3 hypothèses, une hypothèse basse, moyenne et haute sur ces scénarios, en se disant voilà, on va voir si là aussi ça a un impact modéré ou important sur le résultat final. Et on a passé le tout dans une moulinette qui s'appelle Magic, qui est un modèle climatique, et dans Magic on upload des séries de chiffres année par année, gaz à effet de serre par gaz à effet de serre, et il en ressort une concentration en CO2 ou en CO2 équivalent et une température tout au long du siècle, avec notamment une marge d'erreur autour de cette température. Et ensuite, on a voulu regarder quelle était la sensibilité du résultat par rapport aux différentes hypothèses qu'on a faites. Le résultat est le suivant. L'extrapolation va avoir un impact important sur le niveau de CO2 à la fin du siècle, notamment quand on est dans le cas d'un scénario qui va très haut, comme le scénario de l'EIA, qui s'arrête tôt, et qui va assez haut à la fin du scénario en CO2, en émission de CO2. Là, le mode d'extrapolation qu'on a pris, il a un impact assez important, mais il faut dire qu'on avait fait une extrapolation un peu brutale sur la fin. Donc si on l'affine, on aura des résultats meilleurs. Et puis le WF, vu qu'il finit beaucoup plus bas, la façon d'extrapoler sur la fin du scénario n'a pas un impact énorme. Par contre, si on regarde l'impact des incertitudes qu'on a amenées sur le résultat en termes de température, on voit que de toute façon,
les incertitudes du modèle climatique sur les résultats en température sont très importantes et ça dépasse même les hypothèses qu'on a fait sur l'extrapolation dans le cadre de l'EIA. Donc finalement, on est assez serein sur le fait qu'on a une méthode ici qui permet de dire ce scénario va nous amener vers telle augmentation de température qui est relativement robuste. Donc on a besoin d'affiner évidemment l'extrapolation dans le cas des scénarios tendanciels. Mais ensuite on a une méthode qui nous permet de dire voilà le scénario de l'AIE ça va plutôt vers, donc ici le IA ça va vers plutôt 3 degrés alors que le WF va vers 1,5 degré. Donc voilà, on en est ici du travail. Si j'ai l'occasion de vous parler prochainement ou si on a l'occasion de se voir, je vous parlerai des résultats sur l'ensemble des scénarios, mais pour l'instant on a établi que notre méthodologie était relativement robuste sur ce sujet-là. Alors un autre travail qu'on a fait sur l'ensemble des scénarios, c'est de regarder s'ils sont compatibles avec les réserves ultimes. Alors pourquoi bien parce que, toujours cette histoire de peak oil que vous connaissez assez bien si vous fréquentez régulièrement Centrale Énergie, le peak oil, c'est le fait qu'on va avoir un rythme d'extraction des ressources fossiles qui va faire une espèce de gaussienne, c'est-à-dire que quand vous avez un stock initial qui est donné une fois pour toutes, et que vous tapez dans ce stock, vous allez forcément passer par un maximum et ensuite ça va finir par décroître et tendre vers zéro. Et les géologues estiment que grosso modo on est au maximum quand on a à peu près extrait la moitié du stock. Voilà, ça s'est vérifié sur plein d'extractions au cours de l'histoire. Alors vous allez me dire oui d'accord mais c'est bien beau cette histoire de peak oil, le truc c'est que ça fait 40 ans qu'on nous en parle, qu'on nous bassine avec les 40 ans de pétrole. Il y a 40 ans, on nous disait qu'il y avait du pétrole pour 40 ans. Aujourd'hui, on continue de nous dire qu'il y a du pétrole pour 40 ans. Donc, c'est bien beau, mais plus ça va et plus le prix augmente. Et plus le prix augmente, plus on va le chercher profond. Et finalement, il n'y aura jamais de souci. Alors, voilà ce qui se passe quand on dit ça. En fait, on parle des réserves prouvées. Donc, en 1970, on dit que les réserves prouvées sont de telle taille. Alors ici, vous voyez sur le graphique en vert ce qui a déjà été consommé à la date dont on parle. En violet, les réserves prouvées. Et en rouge, les réserves ultimes de type probable et possible. Quand on dit en 1970, on a pour à peu près 40 ans de pétrole, voilà ce qu'on dit. On est en 1970, on a consommé tant dans le passé, et ce qui reste à consommer, en faisant l'hypothèse qu'on le consomme au même rythme chaque année, ça va durer 40 ans. Donc on arrête la croissance, on continue de consommer pareil, en tout cas on arrête la croissance de consommation énergétique, on extrait tout au même rythme et dans 40 ans il n'y en a plus. Voilà, c'est la fin du robinet. Ce qui s'est passé, c'est pas du tout ça. En fait, dans l'intervalle, on a découvert d'autres quantités de pétrole disponibles. Donc on a en fait consommé beaucoup plus que ce qu'on avait trouvé à l'époque. Parce que dans le même temps, on en a découvert. Et donc on continue de dire qu'aujourd'hui, on a pour 40 ans de réserves. C'est-à-dire que le rythme les réserves prouvées aujourd'hui au rythme d'extraction actuel, ça va nous tenir 40 ans. La raison pour laquelle cette quantité varie, c'est que déjà on découvre des nouvelles ressources de pétrole, ça c'est une chose, et ensuite c'est un petit peu élastique également parce que la définition de la réserve, c'est la quantité de pétrole disponible, extractible avec les technologies d'aujourd'hui et à un coût économiquement raisonnable. Pour peu que le prix de l'énergie augmente, on est capable d'aller chercher le pétrole un petit peu plus loin. Pour peu également qu'on développe les technologies d'extraction, on est capable d'aller chercher le pétrole dans des endroits un petit peu plus ardus. Et du coup, on a des réserves dont la définition a légèrement évolué et du coup, dont la taille des réserves a également bougé parce qu'on a bougé le prix, on a avancé sur les technologies. Donc on a l'impression comme ça que cette notion de réserve est totalement élastique. Le problème c'est que c'est comme un élastique, on va pouvoir tirer dessus, mais à un moment donné il y a une limite, et à un moment donné on sort de la zone élastique, on rentre dans la zone plastique, je parle des ingénieurs donc ça va, vous avez l'habitude, on rentre dans la zone plastique et après ça casse. Voilà. Le pétrole c'est exactement la même chose, à un moment donné on va se rapprocher des réserves ultimes, c'est-à-dire que là vraiment à un moment donné quand il vous faut 1 kWh d'énergie pour aller récupérer 1 kWh de pétrole, on arrête. Et ça c'est physique. Donc c'était ce petit rappel sur la notion de peak oil, comme ça en passant pour se faire plaisir, mais je suis sûr que je ne vous apprends rien.
Et là, un dernier petit graphe qui est les dernières découvertes de pétrole. Donc en bleu, c'est le rythme de découverte de pétrole. En vert, c'est la courbe de l'extraction. Donc aujourd'hui, en gros, on a consommé la moitié de ce qu'on a déjà découvert. Et les découvertes futures, l'ordre de grandeur des découvertes futures, il est exprimé là en rouge. Donc, certes, on va trouver un petit peu de pétrole au large du Brésil, on va en trouver, là je parle du conventionnel, on va en trouver sous l'Antarctique, sous l'Arctique, mais ça reste dans des proportions qui n'ont rien à voir avec le rythme des découvertes dans les années 1970. Donc, revenons à nos scénarios énergétiques. On s'est posé la question, est-ce que les scénarios énergétiques que l'on regarde nous parlent, juste est-ce qu'ils en parlent? Est-ce qu'ils parlent des réserves ou des ressources existantes? Donc là, vous avez en colonne nos 4 scénarios, et on se demande, est-ce qu'ils parlent des réserves de pétrole et des ressources ultimes de pétrole, du non conventionnel, du gaz, du charbon, voilà. L'Agence internationale de l'énergie fait bien son travail, c'est son métier en même temps, elle donne des chiffres sur toutes ces données-là. Les autres, beaucoup moins, ils parlent à peu près tous des réserves de pétrole, et puis ils se calent à peu près sur celles de l'AIE, et puis des fois ils parlent du gaz et du charbon au niveau des réserves. On a commencé par regarder juste cette info, est-ce qu'ils donnent des chiffres sur ces sujets-là. Et pour vous donner juste un ordre de grandeur de ces différentes ressources, voilà ce que représentent le pétrole, le gaz et le charbon. Voilà, donc le charbon, c'est quand même les réserves, les ressources ultimes de charbon sont quelque chose qui est potentiellement énorme, mais dont la définition est également très variable. Je vous donne juste un exemple, c'est-à-dire que si vous passez d'une définition des ressources ultimes de charbon où vous considérez toutes les veines de charbon qui font 1 mètre de large, vous avez une certaine quantité. Si vous vous autorisez à aller chercher du charbon jusque dans des veines de 20 cm, vous multipliez la ressource par 10. Voilà, donc c'est une définition qui est très élastique. Une autre chose qu'on a compris en regardant de près ces histoires de réserves et de ressources, c'est que c'est très compliqué, la nomenclature est très compliquée, personne n'utilise la même. On a essayé de synthétiser les différents termes qui sont utilisés quand on parle de réserves et de ressources dans ce diagramme. Il est probablement perfectible, il est probablement questionnable, et il ne correspond pas toujours à la vision de tous les industriels du pétrole, mais on a essayé de faire quelque chose qui collait un maximum avec l'ensemble des définitions qu'on a pu trouver au niveau des ressources, des réserves privées, donc le 1P, 2P, 3P, le possible, probable, peut-être, etc. Et en regardant à la fois ce qui est commercialement exploitable, commercialement presque exploitable et commercialement non exploitable du tout. Alors maintenant, concrètement, quand on a pris un scénario énergétique et qu'on on s'est posé la question de savoir s'il était compatible avec les réserves prouvées, voilà ce qu'on a fait. Là, c'est un screenshot de notre portail de données sur TSP Data Portal. Donc vous pouvez vous-même vous amuser à prendre un scénario énergétique, à regarder ce qu'il donne en termes de pétrole par exemple, et puis de voir comment on peut extrapoler derrière la courbe d'extraction, la courbe logistique d'extraction qui va suivre juste après. Donc ici par exemple on a pris, c'est quel scénario, c'est les données historiques, plus, oui, 3 scénarios possibles, donc je n'ai pas la liste exacte, si, ils sont sur le côté. On a l'EIA New Policies scénario, l'EIA 450 et ensuite l'EIA référence. Voilà, donc les 3 scénarios de l'agence de l'EIA, non, 2 scénarios de l'EIA et un de... En plus c'est en anglais, ouais, donc je vous traduis de l'anglais en direct. Donc les 2 scénarios de l'EIA et un de... non, 2 de l'AUI et un de l'EIA. Je vais y arriver. 2 scénarios de l'Agence internationale de l'énergie et un du département de l'énergie. Voilà. On les regarde et à la suite du scénario, on fait une extrapolation en prenant une hypothèse sur les ressources ultimes. Ici, on a pris à peu près 3000 gigabarils, donc une hypothèse qui est à peu près dans la moyenne, qui est à mi-chemin entre les hypothèses les plus basses et les hypothèses les plus hautes, et on regarde ce que ça donne à la sortie du scénario. Et vous voyez que dans les scénarios rouges et bleus, clairs,
on a une chute brutale juste à la fin du scénario, juste en appliquant l'hypothèse d'une extrapolation avec une courbe de Huber à la sortie du scénario. Le fait qu'il y ait un angle aussi important à la fin du scénario, ça laisse penser que éventuellement le scénario était un petit peu optimiste sur la fin. Je vous avais dit que j'allais répondre à la question pourquoi est-ce que les scénarios tendanciels s'arrêtent en 2035 et les scénarios comme ceux de Greenpeace ou WWF s'arrêtent en 2050. La réponse, vous l'avez. Essayez d'imaginer prolonger ces courbes-là jusqu'en 2050 et rester compatible avec des hypothèses de ressources ultimes de l'ordre de 3000 gigabarils. C'est assez difficile. Donc en fait, ces scénarios tendanciels vont aussi loin qu'ils peuvent en essayant en essayant que ça se voit pas trop qu'ils ont été un peu à la limite des possibilités physiques d'extraction. Voilà. Petite pub, tout ça c'était vu sur dataportal.org, donc là vous avez l'URL, vous pouvez la noter. J'ai pas regardé là, non c'est bon, on est bon. Alors on va parler un petit peu des coûts également, du coût des scénarios énergétiques. On a fait une petite matrice comme ça en mettant les 4 scénarios en colonne comme d'habitude et puis on a regardé un certain nombre de chiffrages, tous les chiffrages qu'ils ont fait en fait on les a mis en ligne et puis on a vu est-ce que quand ils parlent de chiffres ils parlent de la même chose. Alors en fait pas du tout. Les scénarios énergétiques donnent des chiffres sur ce que coûtera la transition énergétique dans leur cas, mais ils parlent rarement de la même chose. Donc un exemple, le seul à parler des investissements concernant la demande et l'efficacité énergétique, c'est le scénario du WWF. Ensuite, on a l'Agence internationale de l'énergie qui était la seule à parler des investissements à faire dans le fossile. Et après, les autres ont donné d'autres chiffres. Ici, on a uniquement parlé de la partie CAPEX cumulée sur la période du scénario. Tous les investissements à faire dans les infrastructures pour coller à ce scénario. Vous voyez, il y a des trous partout. Alors ceux qui disent rien du tout, c'est le International Energy Outlook, donc c'est l'EIA, le département de l'énergie américain. Eux, on n'a pas trouvé de chiffres du tout. Et puis il y a des parties sur lesquelles c'est assez facile de éventuellement reconstituer les chiffres. Donc là, on s'est livré à l'exercice. Sur la partie électricité uniquement, donc les CAPEX des unités de production électrique, à partir du moment où on a, en général les scénarios donnent la production électrique énergie par énergie, et donc à partir de là, en regardant les durées de vie des installations, en regardant les facteurs de charge et un certain nombre de coûts connus relativement à l'avance de ces infrastructures, on est capable de reconstituer des chiffres. Voilà, donc, je ne les ai pas mis ici, mais sur cette partie-là, on s'est livré à l'exercice de dire, bon, et si nous, on calcule nous-mêmes ce que ça coûte. Alors quand on a fait ça, est-ce qu'on a résolu la question de combien coûte un scénario énergétique? Loin de là. Quand on a fait ça, on a dit, les investissements en infrastructure dans le scénario, c'est ça. Dans les infrastructures, pardon, de production. Reste à chiffrer ce qu'a fait WWF, c'est-à-dire les investissements dans les infrastructures ou pour réduire la demande. Donc l'efficacité énergétique. L'isolation du bâtiment, c'est pas dans les outils de production énergétique. C'est dans la réduction de la demande. Et puis on n'a pas regardé non plus le prix des différents carburants. Donc si je continue de chauffer des maisons mal isolées, ça me coûte de l'argent en chauffage. Si j'ai une vision monde, ce que coûte d'acheter du gaz à Poutine ou du pétrole à l'Arabie Saoudite, ce que ça coûte, c'est qu'un transfert d'un pays à l'autre. Donc si on regarde ça au niveau monde, c'est que des transferts d'argent, ça ne représente pas un résultat au final. Mais si on a une vision sur une zone géographique, sur la France ou sur l'Europe, et qu'on se pose la question de la facture énergétique, le fait de savoir combien va coûter la quantité de fuel qu'on utilise pour se chauffer ou autre, est très importante. Ça a des conséquences financières directement. Donc finalement, vous voyez l'ensemble des choses à chiffrer pour donner un chiffrage sur un scénario, c'est très large, c'est très loin d'être uniquement les infrastructures à financer, et ça dépend également beaucoup du taux d'actualisation dont on va parler juste après. Donc c'est un domaine qui est assez vaste. Je disais à l'instant qu'on a facilement tendance à chiffrer la partie infrastructure pour la production et on chiffre moins facilement la partie réduction de la demande.
La raison pour laquelle on le fait plus difficilement, c'est qu'on a de moins bons indicateurs là-dessus. On a des chiffres beaucoup plus vagues sur la maîtrise de la demande énergétique. Si vous demandez à des professionnels du bâtiment combien ça coûte d'isoler 1 mètre carré de bâtiment, mais ils ont un ordre de grandeur, mais qui est relativement aléatoire et qui est très variable d'une solution à l'autre. Alors que quand vous demandez combien coûte une centrale thermique au gaz, bon, on a des idées assez précises sur combien ça coûte, combien ça produira. La raison pour laquelle on a moins de données sur la maîtrise de la demande énergétique, c'est que tout simplement, la maîtrise de la demande énergétique, c'est quelque chose qui est récent dans le temps et qui n'est pas très important en volume. Ça fait grosso modo 40 ans depuis le dernier choc pétrolier qu'on se pose des questions pour essayer de consommer moins. Alors que ça fait plus d'un siècle qu'on produit de l'énergie et qu'on consomme de l'énergie. Donc produire, extraire, raffiner, consommer, etc., ça on sait faire. Réduire la consommation, on a moins d'expérience. Donc non seulement ça fait moins longtemps, mais en plus ça représente beaucoup moins en volume. Donc on a assez logiquement moins d'informations dessus. C'est structurel. Par contre, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on a vraiment besoin de cette information, puisque les scénarios énergétiques souhaitables de demain, ils comportent une grosse partie de réduction de la demande. Donc vous voyez que le chiffrage d'un scénario énergétique va beaucoup buter sur cette question. Comment on chiffre la réduction de la demande dans un scénario énergétique? Et puis aussi une réduction par rapport à quoi? Donc avant-dernière remarque sur la difficulté à chiffrer un scénario, c'est que il faut en fait le comparer à un autre. Il n'y a pas de chiffrage de scénario tant qu'on ne le compare pas à un scénario de référence. En fait. Je vous disais également qu'une chose va beaucoup jouer dans un scénario énergétique, c'est le taux d'actualisation que vous prenez pour faire ces chiffrages. Alors, je vais faire juste un petit rappel sur le taux d'actualisation. Le taux d'actualisation, c'est le fait de donner la priorité au présent par rapport au futur. En gros, c'est un tiens vaut mieux que deux tu l'auras. Un tiens aujourd'hui vaut mieux que deux tu l'auras demain. Si je propose à mon ami Jean-Christophe Capelli de lui donner soit 100 € tout de suite, soit 100 € dans un an, tout de suite. Il préfère tout de suite. Voilà. Si je lui propose 100 € tout de suite ou 200 € dans un an, je réfléchis. Là, il réfléchit. Voilà. Ou 1000 € dans un an, ça vaut le coup d'attendre un an. Là. Voilà. Donc, étant donné que les choses sont continues entre les deux, il y a un chiffre pour lequel il va hésiter. Et ce chiffre, c'est le taux d'actualisation. Il est dû au fait qu'il est dû à l'échéance dont on parle. Parce que si je propose à Jean-Christophe de lui donner 1000 milliards d'euros, mais dans un siècle, et qu'il ne peut pas le céder à ses descendants, et vu qu'il ne sera pas forcément là dans un siècle, il va décliner l'offre. Donc ça, on a beau avoir des multiplicateurs énormes dans très longtemps, comme disait Keynes, à long terme, on est tous morts. Donc quand Keynes disait ça, c'est ça que ça veut dire. Hein. À long terme, on est tous morts, donc le futur, pour de vrai, le futur pèse moins que le présent, puisqu'à un jour, on sera mort. Et le taux d'actualisation matérialise ça. Donc le taux d'actualisation, ce n'est pas le taux d'intérêt. Hein. Il y a évidemment qu'il y a un lien entre les deux, parce que si on me propose 100 € aujourd'hui et que je peux le placer à la banque à 4%, ou sur France Clear à 12%, à 6%, je vais le faire puisque je gagnerai de l'argent dans l'intervalle. Donc du coup, d'avoir un taux d'intérêt qui existe quelque part va me donner au moins une borne inférieure ou un élément de comparaison sur le taux d'actualisation. Mais le taux d'actualisation, à l'origine, c'est moins une notion financière qu'une notion psychologique. C'est-à-dire je préfère le présent sur le futur. Raisonner avec un taux d'actualisation faible, ça consiste à dire ce qui va se passer dans 50 ans, c'est aussi important que ce qui se passe aujourd'hui. Enfin, un taux d'actualisation nul, par exemple, c'est ce qui se passe dans 50 ans pour mes enfants, c'est aussi important que ce qui se passe aujourd'hui. Raisonner avec un taux d'actualisation élevé, ça veut dire ce qui se passe dans 50 ans, je n'ai strictement rien à faire. Vous prenez un taux d'actualisation au-delà de 10%, la loi des exponentielles fait que le 50 ans ou le 1 siècle ne vaut plus rien du tout. Donc le taux d'actualisation, du coup, on comprend bien que c'est une notion qui a plus une dimension éthique, philosophique qu'autre chose. Et ça va avoir un impact énorme. Alors, je vous donne juste quelques exemples. Ah oui, pardon, je voulais vous parler pour illustrer le taux d'actualisation. Je ne sais pas si vous avez vu le film Time Zone. C'est assez intéressant. D'un point de vue cinématographique, ça n'a pas grand intérêt, mais ça illustre bien une notion. Dans Time Zone, les gens naissent,
quand ils atteignent leurs 25 ans, ils se retrouvent avec un compteur sur le bras et ils ont un certain nombre d'heures à vivre et ils sont obligés d'acheter des heures pour continuer à vivre. Et à partir de 25 ans, ils arrêtent de vieillir. Mais par contre, ils ont ce compteur et ils sont obligés d'acheter du temps régulièrement. Et ce qu'on constate dans Time Zone, c'est que les gens les plus pauvres sont prêts à emprunter de l'argent. En fait, de l'argent, c'est du temps de vie. Ils sont prêts à acheter des heures de vie à des taux d'intérêt qui vont jusqu'à 30% par jour. Évidemment, parce que s'ils n'achètent pas ces taux, s'ils n'achètent pas ce temps, ils meurent. Donc à partir du moment où vous êtes condamné à mourir, vous êtes prêt à acheter 24 heures de plus à un taux de 30% par jour, parce que sinon vous êtes mort. Et donc dans les 24 heures qui vous restent, il faut rembourser, sinon vous êtes mort. Donc c'est assez intéressant de voir ce film pour bien comprendre, parce que évidemment c'est un film d'action, c'est assez poignant, et donc vous vivez, vous êtes dans la peau de ces gens qui vivent avec ce compte à rebours là, et vous comprenez ce que veut dire taux d'actualisation quand votre vie est en danger. Et donc on comprend aussi que aujourd'hui, des gens qui sont dans des situations très difficiles vont être capables d'accepter un taux d'actualisation très élevé, parce que vraiment aujourd'hui on essaye de survivre, et puis on est un peu moins capable de penser à demain. Voilà pour finir d'éclairer sur cette notion de taux d'actualisation. Et alors concrètement dans les scénarios énergétiques, je vous donne un exemple de ce que peut donner deux taux d'actualisation différents sur par exemple le prix de l'éolien offshore, le prix au mégawattheure de l'éolien offshore. Si on est sur un taux d'actualisation de 5%, on est à 150 dollars du mégawattheure. Avec 10%, on est déjà sur 200. Et si on prend le nucléaire qui a des installations dont la durée de vie est encore plus importante, du coup ça joue encore plus. Et là on fait presque du simple au double en fonction avec un taux d'actualisation qui a lui également doublé. Voilà, donc on a juste doublé un pourcentage qui joue sur le futur et ça nous a fait doubler carrément le prix de revient de cette technologie. Et alors, dans le quart d'heure qui me reste, on va parler d'un dernier point concernant les différents scénarios qu'on a regardés, c'est la question des modèles. Quelle était la logique qu'il y avait derrière chacun des scénarios énergétiques, quand ils ont bien voulu nous en dire quelque chose. Alors, sur trois d'entre eux, parce que celui de Greenpeace ne dit strictement rien concernant la façon dont ils ont fait tourner un modèle. On regarde entre le PIB, le prix de l'énergie, les différentes technos, etc. On regarde quelles sont les données qui sont exogènes, c'est-à-dire que c'est des données qu'on prend de l'extérieur. On prend une hypothèse qui vient d'une source extérieure et on la met dans le modèle. Et puis on a des données qui sont endogènes, c'est-à-dire qu'elles vont vivre dans le modèle et puis être récupérées également en sortie. Et le fait qu'une donnée soit exogène ou endogène, ça change énormément les choses. Donc, un exemple de chose qui est en général exogène, c'est le PIB. Dans un scénario, on fait une hypothèse de PIB sur l'avenir. Voilà, on dit que le PIB va croître de 2, 2,5, 3% par an jusqu'en 2035 ou 2050. Il n'est pas sûr que ce soit la bonne méthode. Le PIB est peut-être vaguement dépendant de l'énergie disponible. Donc un scénario énergétique devrait plutôt considérer le PIB comme une donnée, une variable de l'équation, et autoriser cette variable à augmenter plus ou moins. Et on verrait en sortie si ça augmente plus ou si ça augmente moins, ou si ça diminue. Donc vous voyez ici que suivant le scénario, suivant la publication, on a des éléments qui un coup sont endogènes, un coup sont exogènes, ça dépend complètement. Et tant qu'on n'a pas pris connaissance de ce principe pour un scénario que l'on étudie, c'est très compliqué de savoir ce qu'on peut en faire en termes d'aide à la décision. On va finir sur quelques réflexions d'ordre général sur le sujet des scénarios. Et d'abord, je voulais vous parler d'une petite anecdote. Il y a une langue sur Terre pour laquelle la relation entre le futur et le présent est inversée par rapport à la nôtre. Donc chez nous, le présent, il est devant nous. On dit qu'il a de belles années devant lui, il a laissé son passé derrière lui, donc voilà, on avance, donc puisqu'on a vu qu'on avance, le futur est devant nous. Et donc il y a une langue qui est parlée par 2 millions d'individus sur Terre, qui s'appelle l'Aymara, c'est en Amérique du Sud, et c'est le seul exemple sur Terre où on a une langue dans laquelle le futur est derrière nous. Et le présent, le passé est devant nous.
La logique, l'hypothèse qu'on a, c'est qu'en fait le passé, il est devant nous parce que le passé, on peut le voir. Et le futur, ben voilà, je suis obligé de me retourner pour voir le futur parce que le futur, je ne peux pas le voir. Donc il est derrière moi. C'est logique. Donc en fait, dans cette langue, ils ont utilisé comme logique le fait que le futur, on ne peut pas le connaître. Voilà. Quand on parle de scénario énergétique, c'est important de revenir un petit peu les pieds sur terre et de se dire que le futur, ce qui le caractérise, c'est qu'il n'a pas eu lieu et que donc on ne peut pas forcément le connaître. Et de faire des conjectures, de faire des projections sur le futur, rien que le fait de le faire et de donner des résultats sur ce qui pourrait se passer, rien que ça n'est pas neutre et rien que ça peut jouer sur ce qui va vraiment se passer. Je vais vous donner un exemple très concret sur la façon dont une prévision peut changer le futur lui-même, et là vous le connaissez toutes, c'est l'effet bison futé. Bison futé annonce une journée noire, conseille à tout le monde de ne pas prendre sa voiture, et finalement c'est une journée orange. Voilà, ça c'est l'effet bison futé. Ça a eu un effet repoussoir. On a annoncé quelque chose, ça a fait peur à tout le monde, il s'est passé autre chose. Donc le fait que les scénarios du GIEC puissent avoir un effet repoussoir et avoir un effet bison futé, ce serait une bonne chose. Voilà ce qui peut se passer, on en prend conscience, et du coup il se passe autre chose que ce qui était annoncé. Ça peut jouer dans l'autre sens. Et là je vais vous donner un autre exemple qui est plutôt dans le monde de la finance, c'est la parabole des tâches solaires. On a un jour quelqu'un qui dit attention, on a vu des taches sur le soleil et du coup ça veut dire que l'euro va baisser, l'euro va perdre sa valeur. Alors, aucun analyste financier sérieux prend ça au sérieux, donc, mais par contre je suis analyste financier, j'entends ça à la radio, je me dis ça y est, il nous a lâché une belle bêtise mais tout le monde l'a entendu. Donc les gens vont vendre des euros. Moi, je sais bien que c'est pas vrai que l'euro va perdre de sa valeur à cause des taches solaires, mais je sais que les gens ont entendu ça et ils vont vendre des euros. Donc je vends des euros. Et comme tout le monde vend des euros, ça fait baisser le prix et tout le monde vend des euros. Voilà. C'est ce qu'on appelle une prophétie autoréalisatrice. Donc donner une information sur le futur, en soi, peut avoir un effet, soit dans un sens, soit dans l'autre sens. Donc c'est pas neutre. Le fait de donner des informations sur le futur, à la base, n'est pas neutre. Je vais vous donner une illustration sur quelque chose que vous avez certainement tous entendu. L'Agence internationale de l'énergie a annoncé en 2010 que le peak oil était déjà passé, il avait lieu en 2006. Alors, en effet, on regarde le WIO 2010 de l'agence de l'AIE et il présente trois scénarios. Il y a le scénario entre guillemets business as usual qui s'appelle Current Policies. Il y a le scénario intermédiaire qui est présenté ici, qui est New Policies. Alors, Current Policies, c'est on continue comme ça, avec les politiques énergétiques en cours. Et le scénario New Policies, c'est on prend l'ensemble des politiques énergétiques qui ont été annoncées, on fait l'hypothèse qu'elles sont effectivement mises en œuvre, et on voit ce qui se passe. Donc c'est un scénario de type exploratoire. Et si on prend en considération ces hypothèses, voilà ce qui se passe. Le graphe que vous voyez là, c'est le graphe de ce scénario intermédiaire. Ensuite, l'AIE présente un troisième scénario, qui est le scénario 450. Donc là, normatif, on essaye de ne pas dépasser les 450 parties par million en termes de CO2, et du coup, on fait encore mieux. Mais le scénario intermédiaire, New Policies, est déjà un scénario exploratoire, et ce n'est pas un scénario business as usual. Jusqu'en 2010, l'AIE utilisait le scénario business as usual comme le scénario de référence. C'était celui sur lequel elle publiait le plus de graphes, elle donnait le plus de chiffres, etc. Jusqu'à donc très récemment. En 2010, elle décide de choisir comme scénario de référence, non pas la tendance, mais le scénario intermédiaire. Et c'est celui sur lequel elle se retrouve. Un exemple, le graphe que vous voyez ici n'est pas disponible, on ne l'a pas trouvé pour les autres scénarios, pour le 450 ou pour le Current Policies. Et si on regarde le scénario New Policies sur le pétrole, et donc on regarde notamment le pétrole conventionnel, c'est-à-dire tout ce qui est en bleu, bleu et les différentes couleurs de bleu, on voit qu'en effet en 2006 il y avait un pic de production, depuis ça a baissé, et puis ensuite c'est plutôt horizontal, donc on ne redépasse pas le niveau de production de 2006. En fait, en disant ça, l'AIE ne prédit pas du tout qu'on a passé le peak oil. L'AIE dit, si on met en place toutes les politiques qu'on a décidées, alors le rythme d'extraction ne dépasse pas celui de 2006. Et donc à aucun moment l'AIE n'a dit,
on continue comme en 40, on fort comme des malades, mais en fait on ne pourra pas faire mieux. Voilà. L'AIE n'a jamais dit le pic oil est passé et quoi qu'on fasse, on ne dépassera plus le niveau de 2006. En fait, si elle avait fait ce graphe-là pour le scénario Current Policies, peut-être qu'on aurait quelque chose qui dépasse le niveau de 2006. Voilà. Donc ça, c'est pour dire que ce ne sont pas des prévisions. Et en termes de peak oil, suivant ce qui se passera à l'avenir, le pic, il est peut-être déjà passé, ou il est peut-être devant nous, à quelques années près. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas dans 50 ans avec un niveau démesuré. Mais le moment du pic dépend quand même essentiellement de ce qu'on décidera de faire. Donc le débat autour du peak oil, il faut quand même le ramener dans ce contexte-là, qui est que, d'accord, il y a des questions géologiques, il y a des contraintes géologiques, mais au-delà de ces contraintes géologiques, tout dépend aussi énormément des décisions qu'on prendra. Et le fait qu'il soit derrière nous, c'est pas forcément ni une bonne ni une mauvaise nouvelle, ça peut aussi être une décision. On peut décider que le peak oil est derrière nous parce que on va sur quelque chose de type plutôt New Policies dans ce scénario-là. Voilà. Je conclurai en disant que le futur est en partie ce que nous en ferons, ce que je disais. Les décisions concernant le futur comportent donc essentiellement une dimension éthique. Le choix du taux d'actualisation est très important et l'impact des décisions qu'on prendra sur la base des informations des scénarios énergétiques va jouer également sur le futur. Donc il y a nécessairement une dimension éthique dans ce qui se passera à l'avenir. Et les réflexions d'ordre général qu'on s'est faites au Shift à l'issue de ce travail, c'est qu'il y avait grosso modo, globalement, un besoin important de créer une discipline académique autour de cet exercice de la modélisation et de la scénarisation. Il y avait un gros besoin pour former les décideurs et qu'il nous restait aussi un travail important pour établir la dépendance de l'économie à l'énergie. Donc dans les histoires de modèles qui dépendent, quelles sont les données exogènes et endogènes, la partie le PIB dépend de l'énergie est quelque chose qu'il est important d'établir d'un point de vue académique et rigoureux, et donc c'est quelque chose qu'on va essayer de faire. Et enfin, relativiser la signification du prix de l'énergie, ça j'ai pas eu le temps de trop m'étendre dessus, mais le prix de l'énergie n'est pas tellement une question, il peut tout à fait varier à la hausse parce que l'économie est relativement en forme. Le fait que le prix s'effondre peut être soit la conséquence d'un comportement vertueux, donc on a énormément baissé la consommation et du coup le prix reste raisonnable. Ça peut aussi être une très mauvaise nouvelle, qui est le prix est descendu parce que l'économie est à genoux. Donc le prix en tant que tel n'est pas vraiment la question. La quantité d'énergie disponible et ce qu'on peut en faire, et c'est une vraie question, c'est une donnée physique, robuste, etc. Mais le prix de cette énergie, on ne peut ni le prédire, ni dire que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, globalement. Et je crois que c'est tout, et je vous remercie de votre attention. C'est pas une question, c'est un commentaire. Je suis ex-pétrolier, pétrolier à la retraite, mais je m'occupe encore pas mal de pétrole dans l'association des ingénieurs, la FTP. Et actuellement, la tendance est à dire on ne parle plus du peak oil. Ce n'est plus une notion, si vous voulez, qui actuellement est considérée dans les milieux pétroliers. On a par contre un autre pic ou une autre contrainte qui est le pic de production ou le plafond de production qui est lié à un certain nombre de comportements des pays producteurs de pétrole qui veulent garder en terre leur richesse de façon à l'étaler dans le temps et qui très volontairement limitent leur production. Donc actuellement, vous avez un pic de production, un plateau pardon, de production de pétrole dans le monde qui tourne autour de 85 millions de barils jour, auquel il faut rajouter les liquides qui proviennent du gaz ou les non conventionnels, style biocarburants, etc. Mais donc la notion de peak oil actuellement n'existe plus, ou en tout cas elle n'est plus considérée dans le milieu pétrolier. Par contre, cet aspect politique qui vient influer sur la disponibilité en pétrole, lui, est très important. Et une chose qui m'a un peu surprise dans votre démarche, c'est que vous avez complètement négligé tout impact politique, tout impact de décision politique qui puisse exister à droite ou à gauche dans le monde. Dans le même ordre, vous n'avez pas parlé du gaz,
Actuellement, vous le savez peut-être, mais on est en train de considérer que les réserves de gaz au niveau de la planète sont de l'ordre de 250 ans, c'est-à-dire qu'elles ont pratiquement doublé. Même chose pour le pétrole, du reste, hein, où on parlait de 40 ans. Actuellement, le chiffre qui commence à courir chez les pétroliers, c'est 100 ans, en fait. Hein. Donc on a complètement changé, si vous voulez, le paradigme en termes de réserves de pétrole et de gaz. Et je ne parle pas du charbon, parce que de toute façon, au niveau du charbon, comme on ne fait plus aucune recherche de nouveaux gisements en matière charbonnière, on n'a aucune idée des ressources en place et donc des réserves potentielles de charbon. Donc la grosse bulle blanche à 12 000 milliards de tonnes que vous avez présentée au début, on ne connaît même pas, puisque en matière de charbon, on ne sait pas. On ne sait pas où on va, en fait. Donc ça, c'était vraiment une première notion que je voulais vous dire. Les choses ont beaucoup évolué depuis 5 ans. Je ne sais pas quand est-ce que vous avez fait votre étude. À mon avis, elle a déjà quelques années. Mais il y a, à mon avis, une réactualisation très très nette à faire compte tenu de la nouvelle tendance pétrolière qui elle-même est liée au développement des technologies en matière d'exploration-production, au deep offshore, si vous voulez. Donc, on est actuellement capable de forer à 7000, 8000 mètres dans les océans. On est capable de forer sous les couches de sel, c'est ce qu'on appelle les pre-salt crude. Toutes ces nouvelles réserves, si vous voulez, que nous découvrons, qui sont du conventionnel mais de haute technologie, n'étaient pas prises en compte dans les chiffres que vous avez présentés tout à l'heure. De même, au niveau des non conventionnels, le développement des pétroles de schiste, actuellement on parle beaucoup des pétroles de schiste, vous avez peut-être vu l'article dans le journal Dans le Monde il y a 2 jours, où on dit que les États-Unis pourraient être exportateurs de pétrole, ce qui est quand même de pétrole et de gaz, ce qui pourrait être un compte, parce que précisément, non seulement ils développent les gaz de schiste, mais ils développent également très fortement les pétroles de schiste. Bon, nous en France on a mis une croix dessus, mais enfin bref, c'est notre problème. Donc, pas de questions, j'ai dit que c'était un commentaire. On va peut-être laisser les questions pour les autres. Voilà, je vais essayer de commencer à... Ouais, je vais quand même répondre aux commentaires, même si ce n'est pas une question. On parle plus de picole parce qu'en effet on a plutôt la notion de plateau, mais la notion mathématique qui consiste à dire que quand il y a un stock fini, forcément ça tendra vers 0 à l'infini, ça c'est difficilement violable. Donc il y aura bien... on est tous morts. Donc ça tendra vers 0 quand le temps tend vers l'infini. Ça c'est pas tellement... on ne peut pas tellement le remettre en question. On est d'accord? Oui, sauf que vous avez, si vous voulez, actuellement dans le monde... Non mais je vais juste finir, parce que je pense qu'on a... Je vais essayer de finir, je finis ma phrase. Donc le fait que ça ait une forme de gaussienne ou une forme de plateau, en effet, si vous avez un plateau, c'est difficile de dire quelle est la date exacte du maximum. Elle n'a pas vraiment de sens. Le maximum, il est un petit peu là, un petit peu là. Enfin, donc on est à un pouillème près, il peut être à une date ou à une autre, donc ça n'a pas vraiment de sens de parler de la date du maximum. Mais le fait qu'il y a quand même une courbe qui, à la fin, tendra vers 0, ça c'est assez irréfutable. La question, c'est quelle est la surface sous la courbe, quelle est la quantité totale qu'on va pouvoir extraire et consommer entre maintenant et jusqu'à la fin. On n'a pas parlé des décisions politiques. Là, dans l'exercice auquel on s'est livré, on a fait une analyse comparée des scénarios énergétiques. Voilà, donc on n'a pas... ces scénarios comportent, dans certains cas, des décisions politiques. D'après le titre, d'ailleurs, de celui de l'AIE dont on parlait à l'instant, c'est New Policies. Donc l'AIE prend en compte les nouvelles décisions politiques qui ont été annoncées. Et donc nous, on a fait un travail qui est purement d'analyse. On regarde les scénarios et on essaye de faire évoluer la connaissance sur ces scénarios. C'est-à-dire que notre produit fini, c'est un petit peu les scénarios énergétiques pour les nuls, c'est-à-dire donner les clés de lecture pour des gens dont le métier c'est de lire les scénarios énergétiques et qui ne sont pas eux-mêmes des grands spécialistes de ça, donc un petit peu voilà, les scénarios pour les nuls. C'est également un cahier des charges pour les scénaristes, pour qu'ils arrivent à faire un scénario qui soit lisible pour tout le monde, qui ait des bases de comparaison, etc. Et puis c'est des analyses factuelles d'un certain nombre de scénarios. Donc on est dans l'analyse, on n'est pas forcément dans la recommandation, pas sur cette partie. Le Shift fait des recommandations éventuellement, ou au moins aide à se poser les bonnes questions, et dans certains cas va faire des recommandations, mais ce n'est pas l'objet de ce travail-là sur les scénarios énergétiques. Enfin, si on fait des recommandations, elles sont d'ordre académique, elles ne sont pas sur le plan des décisions politiques sur l'énergie. C'était sinon une bonne remarque. Maintenant, sur les quantités elles-mêmes de réserves, etc., j'ai juste envie de vous poser la question.
est-ce qu'on a la moindre chance d'atteindre, en termes de rythme de découverte, les niveaux des années 1970? Bien sûr, bien sûr, mais bien sûr. C'est ce qu'on est en train de faire en ce moment même. Il va falloir donner quelques chiffres, parce que pour l'instant, on n'est pas du tout sur ces Vous savez que le Brésil vient d'entrer... Vous allez citer un certain nombre de gisements. Le Brésil vient d'entrer dans le top 10 des réserves mondiales. Oui. Bon, le Brésil n'était même pas sur la carte. Ça représente combien de milliards de barils? En ce moment, on parle de... Franchement, vous êtes très très loin de la vérité. Le peak oil, c'est de la propagande organisée par les compagnies pétrolières américaines. Il y a un micro. Oui. Je ne sais pas si j'ai besoin d'un micro. Oui, parce qu'il va peut-être crier, attention. Hein. Bon, je vais parler tout doucement. Le peak oil est au départ une propagande organisée par les compagnies pétrolières américaines qui voyaient leur territoire de réserve se réduire comme peau de chagrin pour pousser l'État américain à faire ce qu'ils ont fait en Irak, c'est-à-dire à venir s'installer pour récupérer des réserves qu'ils perdent petit à petit. Aujourd'hui, j'espère que vous vous rendez compte que les compagnies américaines disposent de 15% des réserves mondiales du pétrole. À la fin de la dernière guerre, c'était 99%. Donc les compagnies pétrolières américaines ont un énorme problème de survie qui est maintenant, hein, c'est pas demain, c'est en ce moment. Et donc elles ont inventé cela, le peak oil. Ah, attention, bientôt il n'y aura plus de pétrole. Permettez-moi d'aller creuser dans les pays qui m'interdisent de le faire. L'Iran, l'Irak, etc. Donc, c'est de la pure propagande. Ça n'a aucun autre intérêt. La seule chose qu'on sache à propos du pétrole, c'est qu'il y en a une quantité finie à la surface de la Terre, mais personne ne sait combien. Personne. Je voudrais vous signaler au passage que tous les chiffres qui figurent dans toutes les études concernant le peak oil, tous les chiffres viennent des compagnies pétrolières. Parce qu'il n'y en a pas d'autres. L'USGS, ça n'existe pas. L'USGS, c'est qui? C'est des géologues. C'est pas américain. C'est un petit peu américain, l'USGS. Pour moi, c'est une organisation académique. Libre, elle est libre. Elle est totalement libre. Elle est... Bon. Passons sur le peak oil. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que... Je vais répondre à la question. Non, mais, bon, moi, franchement, le peak oil, ça n'a aucune espèce d'intérêt. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la position des jeunes. Parce que le scénario, c'est vous, en ce moment, les jeunes, qui l'écrivez. Hein, c'est plus nous. Il y a à peu près une génération de différence entre vous et moi. J'ai commencé par répondre, donc le peak oil serait de la propagande de la part des compagnies pétrolières américaines. Je ne pense pas qu'elles aient besoin d'inventer une histoire pour aller en Irak ou en Iran pour récupérer du pétrole. Il n'y a pas besoin de l'inventer. La pénurie énergétique, elle est réelle. C'est pas parce que ça a été la raison réelle de certaines guerres qu'il faut imaginer que forcément c'était un complot, une machination. Mais c'est pas un complot, c'est public. Une imagination. Non, c'est ça. Ce que vous dites, c'est que c'est une invention. C'est une propagande, une invention de la part de quelques acteurs. C'est public. Les compagnies pétrolières font du lobbying. Oui. Public. Ils le publient. Les compagnies aériennes ont plutôt tendance à essayer de nous rassurer sur la disponibilité du pétrole jusqu'ici. Je les entends pas dire, il y a, attention, il y a, à part de Marjorie de temps en temps, qui a l'honnêteté de dire, mais sinon, oui, de Marjorie fait partie des rares personnes à avoir l'honnêteté de dire, attention, mesdames et messieurs, il va falloir un petit peu... Je crois que vous ne lisez que la presse française, parce que véritablement, si vous lisez la presse américaine, vous verrez que les compagnies pétrolières américaines font du lobbying actif. Auprès de l'Agence internationale de l'énergie, par exemple? Non. L'AIE, ce sont des acheteurs, donc eux, ils font ce qu'on leur demande de faire. Les scénarios, c'est pas eux qui les écrivent, ils sont écrits à New York. Bon, les compagnies pétrolières américaines, de façon publique, attention, j'ai peur. Et encore une fois, c'est public, c'est-à-dire que c'est accessible à tout le monde. Il suffit de lire Internet, et vous verrez qu'elle demande au peuple et au Sénat américain, hein, pour parler comme disait Lermain, mais elle demande à l'État américain d'intervenir de façon directe dans les pays qui disposent encore de grandes ressources pétrolières et qui refusent de laisser intervenir les compagnies sur leur sol. Ce qui est public, c'est qu'elle demande ça au gouvernement américain. Au gouvernement américain, tout à fait. C'est public que c'est une invention. Comment? Ce que vous dites, c'est une invention de leur part, c'est de la propagande. Ça aussi, c'est public? Je Bien crois sûr. pas. Ce qui est public, c'est le fait que les compagnies américaines demandent aux États-Unis d'aller à leur gouvernement, Bien d'aller sûr. faire la guerre pour récupérer les ressources. Ça, c'est public. Oui. Le fait que le peak oil soit une invention, excusez-moi, mais je vois pas le lien.
Encore une fois, je vous rappelle que tous les chiffres qui figurent dans les études qui sont intitulées peak oil, tous les chiffres, c'est pas 2 ou 3, c'est tous les chiffres viennent des compagnies pétrolières. Oui, c'est eux qui ont les infos. Et donc ils sont faux. Mais non, ils sont absolument pas faux. Mais ce sont des chiffres qui sont... Vous dites que c'est une propagande, donc il y a un La mensonge. propagande, c'est une façon de présenter les choses. Une façon de présenter les choses. Non mais, franchement... C'est du lobbying, c'est y défendre un intérêt. La réalité, c'est que les compagnies pétrolières américaines ont un gros problème d'accès aux réserves qui aujourd'hui ne leur appartiennent plus. Et ça fait longtemps. On est tout à fait d'accord. La géopolitique de l'énergie a énormément modelé le monde. Exactement. Et donc, les Américains, enfin ces compagnies pétrolières, n'ont trouvé que ce truc-là, mais elles ne le font pas seulement pour pousser l'État américain à faire la guerre. C'est également le cas pour la réserve de l'Alaska. Il y a une énorme réserve naturelle en Alaska où il est interdit de forer. Chaque année, le sujet revient au Sénat. Parce que les compagnies pétrolières disent il faut nous donner le droit d'aller forer dans la réserve naturelle. Je vous ai compris, je vais finir de répondre à la question, puis après on va en prendre d'autres. Donc sur les réserves ultimes, moi je vois des gens s'exprimer sur le sujet et on va de... donc en gigabaril, on a sur des chiffres qui sont entre 2000 et quoi, 4000, 5000, le maximum. 5000 gigabarils de ressources ultimes. Je suis preneur d'autres sources sur le sujet, donc c'est même pas. Après, je pense que la vraie question est plutôt la deuxième partie de votre question. N'a pas beaucoup d'intérêt, puisqu'on va le remplacer par le gaz naturel dans un premier temps. Non, mais le gaz naturel, c'est pareil. Il y a des ressources qui sont finies également, qui sont plus importantes, mais qui sont finies. Elles vont nous amener au-delà. J'ai plutôt envie. Lequel d'entre nous dans cette pièce est intéressé par ce qui va se passer au-delà de 2100? Moi, mes petits-enfants. Ils ont envie d'avoir des enfants. Pour mes petits-enfants. Voilà, je crois que la vraie question, c'est plutôt la deuxième partie de votre... Je crois que le plus important, c'est la deuxième partie de votre remarque, qui est de dire que veulent faire les jeunes, et le scénario, le vrai scénario qui aura lieu, celui du futur, on est en train de le construire. Donc c'est plutôt ça la question. La question de la pénurie énergétique, c'est pas la plus importante c'est de sauver le climat. Donc il faudrait, si on extrait tout le pétrole, tout le gaz et une grosse partie du charbon, ne serait-ce que même 20% du charbon disponible, on pète largement le climat. Donc la vraie question, elle est plutôt là. Pourquoi c'est intéressant de quand même regarder la question énergétique? Je pense que ça peut avoir une vertu pédagogique. Moi, ma lecture de la question, parce qu'il y a toujours ce débat entre le climat, l'énergie, sur lequel est-ce qu'il faut argumenter, qu'est-ce qui va le plus faire bouger les choses, etc. Ma lecture de ce sujet, c'est le suivant. Si on arrive à établir de façon assez robuste que notre économie dépend au premier ordre de cette énergie, et je parlais d'économie, donc il faut arriver à faire comprendre cette notion à des économistes, ceux qui parlent d'économie et ceux qui parlent d'économie aux décideurs. Ce sont des économistes. Les économistes ne sont pas des physiciens, ils n'ont pas la culture pour comprendre cette dépendance profonde de l'énergie, enfin de l'économie à l'énergie. Si on arrive déjà à faire comprendre qu'on a un problème potentiellement de croissance à cause de cette non-disponibilité de l'énergie, parce que quitte à ce qu'il y ait, enfin même si on est sur un plateau, ce qui est sûr c'est qu'on ne va pas faire plus 3, 4, 5% d'extraction d'énergie par an, enfin en tout cas pas sur le pétrole. Donc si ça limite la croissance aujourd'hui, il va falloir qu'on commence à se poser les questions autrement pour résoudre les problèmes économiques. Aujourd'hui, on ne sait pas résoudre les problèmes économiques qui se posent à nous sans croissance. On a fait 30 glorieuses de croissance là derrière nous, on s'est habitué à ce que ça résolve tout, on fait des gains de productivité, ben, c'est pas dur, on va produire plus, on fait de la croissance. Il y a des gens qui partent à la retraite, puis de plus en plus, mais c'est pas grave, bon, il y a de la croissance, donc avec ça on finance tout. Il y a de la dette. La dette, c'est juste un pari sur la croissance à venir. On essaye, enfin on ne compte que sur la croissance pour résoudre tous nos problèmes actuels, nos problèmes économiques. Donc la vraie question, elle est là. La question énergétique peut être un moyen de se poser dès maintenant la question de faire fonctionner une économie sans cette croissance. Parce qu'il y a moyen, je pense qu'il y a moyen de le faire marcher, ça va fonctionner pendant des millénaires sans croissance, enfin en tout cas sans 3,3% de croissance ou plus. Donc il y a moyen. Et réussir à faire fonctionner une économie sans croissance, c'est le début d'une solution
pour arriver à résoudre la question du climat. Parce que si on est dans une question où j'ai les propositions qui sauvent le climat ici, et les propositions qui me font de la croissance et mon vélo et mon 4x4, etc., qui sont là et qu'elles sont fondamentalement en opposition, c'est quand même le cas souvent. Du coup, je privilégie l'économie, et pour des vraies raisons humanistes et sociales. C'est-à-dire qu'il s'agit de ne pas augmenter le chômage, il s'agit de ne pas défavoriser les plus faibles d'entre nous. Donc, arriver à résoudre ces problèmes sociaux, ces questions d'économie et de société, si elles doivent aller à l'encontre des solutions pour sauver le climat, on est mal. Donc, aller vers des solutions qui vont dans le bon sens, tout en préservant les questions de chômage, de précarité, c'est crucial. Et donc, les enjeux énergétiques d'aujourd'hui peuvent être le déclencheur pour commencer à penser autrement et être compatibles avec les enjeux climatiques qui, eux, sont pour dans quelques dizaines d'années. On a déjà un changement climatique, mais les conséquences de décisions d'aujourd'hui sur le climat, il y a 50 ans d'écart. Nos émissions d'aujourd'hui sont responsables du changement climatique dans 50 ans. Donc là, il y a un décalage important. Donc si on est dans l'urgence, avec un taux d'actualisation élevé, parce qu'on est dans l'urgence, comme dans le film de Time Zone, si on regarde que à brève échéance notre question d'aujourd'hui, on raisonne donc avec un taux d'actualisation élevé, on ne privilégie pas le futur, et on ne s'en sort pas. Donc tout l'enjeu est là, et d'arriver à raisonner long terme, aller vers des solutions compatibles climat, et si les questions énergétiques ont été le déclencheur pour le faire, pourquoi pas? Mais sinon, je suis assez d'accord avec vous que les vraies questions, c'est plutôt celle du climat, c'est plutôt de savoir de quel avenir nos enfants ont envie. Je crois qu'il y a d'autres questions dans ça, donc on reviendra plus tard si vous voulez. Mais moi, je ne peux quand même pas vous laisser dire ce que vous venez de dire, parce que vous oubliez un paramètre essentiel. En 2050, la population du globe augmente de 50%, et sur cette population, il y en a à peu près la moitié dont le seul espoir, c'est d'essayer d'atteindre à peu près notre niveau de vie. Ce qui veut dire que la croissance au niveau mondial, c'est quelque chose d'inéluctable. Oui. Le 1,2, c'est le chiffre à peu près. Et dans nos pays, si on veut laisser la place pour les autres, dans nos pays, on a mondialisé l'énergie en fait. La démographie et ce souci de croissance, si vous voulez, qui se répercute au niveau de la planète par un chiffre de l'ordre de 1,2%, vous ne pouvez pas. Vous avez complètement raison. Donc je vais vous déjà rentrer un poil dans le détail, mais en effet, si on veut laisser une marge de progression aux pays non développés aujourd'hui, on est obligé de laisser de la place, c'est-à-dire de laisser de l'énergie et des droits à polluer, des droits à émettre du CO2 à ces pays. C'est complètement indispensable. Donc si on n'essaye pas chez nous de commencer à résoudre nos problèmes de chômage, de crise, de dette et de retraite sans croissance, eh bien on va pas réussir à leur laisser cette place, et il va se passer des choses assez désagréables à mon avis. Donc ça, là-dessus je suis d'accord avec vous. Mais la croissance au niveau mondial, pour l'instant, elle reste positive, elle va le rester un certain temps, simplement elle est très inégalitaire, c'est-à-dire que la croissance aujourd'hui a lieu en Chine, en Inde, etc. Et chez nous, il va falloir qu'on arrive à faire 100, sinon on ne résout pas l'équation. Oui, oui, bonsoir. Alors, j'ai une question en deux parties. La première partie, c'est au sujet donc, des rapports normatifs, donc le Greenpeace et WWF. Est-ce qu'ils préconisent en fait une réduction de la consommation énergétique globale? Et si c'est ce qu'ils préconisent, est-ce que c'est réaliste et est-ce que c'est souhaitable? Parce que moi j'ai une formation d'économiste et je sais qu'en général, pourquoi est-ce qu'on regarde des prévisions à long terme avec des taux de croissance du PIB constant? Parce que l'innovation est largement endogène et donc c'est difficile de faire des hypothèses en termes de quelle technologie de production d'énergie on va trouver dans le futur. Et donc c'est largement endogène. Et donc ma deuxième question, c'est quelles sont les recommandations que vous préconisez donc, suite à cette étude? Merci. Je réponds au fur et à mesure. Les scénarios normatifs, en effet, ce qui les caractérise, c'est une très forte réduction de la production et de la consommation d'énergie. Voilà. Et on a, je n'ai pas mis les graphes, mais bon, on a des courbes de production et de consommation qui sont très décroissantes. Donc sur le CO2 énormément, et puis sur l'énergie pas mal aussi. Souvent c'est plutôt à la baisse en termes d'énergie globalement, même si on développe énormément
on développe énormément les renouvelables dans ces scénarios-là, c'est pour produire ce qui reste à produire après une très forte réduction de la demande. Voilà. Mais c'est pas forcément une réduction du confort final. Hein. On a isolé les maisons, on a fait les voitures plus légères, etc. On a fait tout ce qu'on pouvait pour réduire, donc en termes de sobriété, on a fait ce qu'on pouvait pour réduire la consommation, et ensuite on a optimisé au maximum l'efficacité. Maintenant, pour répondre à votre question sur l'économie, on a l'habitude en économie de prendre un taux de croissance endogène. Oui, très bien. Prenez le taux de croissance mondial décade par décade depuis 50 ans. On passe de 5%, à 4%, à 3%. Voilà, je vais juste constater, quoi. Les 30 Glorieuses, on était à 5-6% de progression. Si on prend des autres comme la France, donc ou l'Europe, c'est assez net. Vous prenez voilà, les 5 dernières décades et vous regardez le taux de croissance. On perd un point par décade. Bon, on fait quoi? On continue d'y croire ou... Si on regarde à plus long terme, c'est stable. À plus long terme, ça va plus loin dans le passé? Ouais. Ah oui, dans le passé, il y avait des taux, quand on regarde, au début de... si on regarde depuis que l'homme s'est sédentarisé il y a 10 000 ans, on a eu des taux de croissance en effet qui étaient faibles à l'époque, mais moi j'ai envie de regarder depuis le début de l'ère industrielle, ça me parle plus. Le fait qu'on ait connu des périodes de non-croissance, ça m'illustre juste qu'on a été capable de le faire, mais bon, on n'est pas à les niveaux de confort d'aujourd'hui, donc je ne sais pas si on a envie d'y rester. Aujourd'hui, on a envie de maintenir notre niveau de confort. On a un vrai challenge devant nous par contre, c'est-à-dire est-ce qu'on peut maintenir ça avec moins d'énergie, moins de PIB tel qu'il est décrit aujourd'hui et le même bonheur et le même confort globalement. C'est pas insoluble hein, comme équation, je pense pas. Il y a beaucoup de choses là-dedans qui sont difficilement chiffrables, sur lesquelles on n'a pas les outils de mesure, mais c'est pas insoluble. Oui, là-bas. Oui, bonsoir. Donc j'ai une question en fait pour revenir un peu sur ce titre un peu accrocheur, scénario énergétique, science dure ou boule de cristal. Science dure, je vois mal des paramètres éthiques pris en compte dans les sciences dures, on va dire, notamment la prise de décision politique, etc. Je vois mal aussi les scénarios énergétiques comme des scénarios sortant d'une boule de cristal. Donc votre point de vue là-dessus, vu qu'on n'a pas répondu à la question. Voilà, merci. En effet, c'est ni une science dure, ni une boule de cristal, oui, en effet. Ouais, c'est une bonne remarque. La deuxième partie de ma question, en fait, sur les recommandations. Ah oui, est-ce que nous formulons des recommandations à l'issue de ce travail? Donc je répète, ce travail, il a une vertu pédagogique, c'est juste de l'analyse des scénarios et les recommandations qu'on a purement à l'issue de ce travail. Hein. Je ne parle pas du shift en général, mais purement à l'issue de ce travail. Je les ai évoqués dans la dernière slide. On va le ressortir. C'est qu'il y a un besoin de créer une discipline académique. Je voulais le mettre là. On a besoin de créer une discipline académique sur le sujet. Il y a besoin d'un gros travail de vulgarisation. C'est principalement ces deux points-là. Hein. Il faut qu'on crée que le fait de faire des scénarios énergétiques devienne quelque chose qu'on puisse considérer comme une matière académique qui ne soit pas que un travail d'économiste ni que un travail de physicien ou de géologue. Ça doit comporter un petit peu des deux. Il faut remettre de la physique dans l'économie. Il faut bien expliciter ces modèles, ne pas considérer comme le PIB comme systématiquement une donnée exogène et puis surtout expliciter les hypothèses qu'on fait quand on construit un modèle et qu'on fait du coup avec ça des scénarios. Voilà, plus de transparence sur ces méthodes de travail et on y verra déjà plus clair en lisant les résultats des scénarios énergétiques qui sont fournis par les uns et les autres, si on a mis un petit peu de transparence là-dedans. Oui, je voulais te demander, finalement, les scénarios énergétiques, ça sert à quoi et à qui? Bonne question. Les scénarios énergétiques, c'est donc, vous avez compris que ce ne sont pas des prévisions, c'est donc pas la boule de cristal. Alors que on a parfois tendance à considérer que c'est le cas. Je vous ai montré,
les prévisions, les projections de l'AIE en disant voilà, ils ont revu à la baisse à chaque fois leurs projections. Si on considère que c'est des prévisions, on dit ils se sont plantés. Si on ne considère pas que ce sont des prévisions, ils ont dit ils ont pris des hypothèses, ils les ont modélisées, et puis on a un résultat à la fin. Voilà, c'est rien de plus. Et si je prends un parallèle avec les sondages, oui, les sondages se plantent. Ah, oui, les sondages ont prévu, soi-disant prévu, que tel candidat allait gagner. Non, ils n'ont pas prévu ça. Les sondages, ils ont sondé. Donc à une date T, ils ont fait un sondage, ils ont des marges d'erreur sur le résultat. Ils les donnent d'ailleurs, ces marges d'erreur. Enfin, elles ne sont pas relayées par ceux qui diffusent les résultats, mais les instituts de sondage à la base ils les donnent. Et ils ont fait une photo, un instant T, de ce que pensait la population qui allait voter, mais c'était un mois avant. Et entre-temps, on a eu le temps de changer d'avis. Donc le sondage n'avait pas une vocation prédictive, c'était une photo un mois avant. Bon. Les scénarios, c'est un peu du même ordre, ce ne sont pas des prévisions. Je prends des hypothèses, je dis comment je vais élaborer le scénario, et à la fin, il y a un résultat avec lequel on est d'accord, si on est d'accord avec toutes les hypothèses qu'on a mis dedans et la façon dont on tourne le modèle. Mais il y a beaucoup de scénarios qui peuvent largement éclairer à partir du moment où on a compris comment ils sont faits. Si je prends des scénarios normatifs type WF ou Greenpeace, ça me dit quoi? Ça me dit, si on se retrousse les manches et que vraiment on exploite toutes les technologies possibles, on met le paquet sur la transition énergétique, voilà ce qu'on pourrait arriver à faire. Ça m'éclaire de savoir ça. Je ne sais pas si c'est ce qui se passera, mais ça m'éclaire. Ça donne un petit peu une borne supérieure de ce qui est atteignable, mais ça veut dire que tout ça, c'est quasiment faisable. Alors après, il reste quand même à chiffrer, à rentrer un peu plus dans le détail, à voir si c'est socialement acceptable d'aller jusque-là, mais voilà, c'est des scénarios qui nous disent, technologiquement, on estime qu'on pourrait faire ça. Est-ce que les politiques en tiennent compte dans leurs décisions? De quelle façon? D'un scénario comme celui-là, ça leur parle moins parce que c'est pas forcément ce qu'ils visent. Je suis désolé, je suis un peu sec, il faudrait que je trouve des exemples concrets. J'ai mon anti-sèche qui est là, une idée d'une décision qui dépend d'un résultat concret d'un scénario dans la vraie vie. Je pense que le scénario négawatt en France, il pourrait jouer ce rôle-là. Mon analyse très personnelle là-dessus, c'est que ils n'ont pas assez de moyens pour se donner, enfin, ils peuvent pas se donner les moyens de la transparence qu'ils mériteraient, parce que ils pourraient bénéficier de plus d'attention et transformer ça en une vraie influence sur les choix des politiques. Mais aujourd'hui, c'est une association. Je vous invite à cotiser pour leur donner les moyens d'être plus transparents sur leurs hypothèses, de faire plus de pédagogie pour les décideurs, etc. Donc former les décideurs. Et envoyer des chèques aux associations qui ne sont pas à la botte des lobbies pétroliers. Exactement. Il y a une question. Où est le micro? Il y a monsieur là. Il y a le micro et après on passe à... Oui, moi c'était juste, c'est une réflexion personnelle. J'avais, il y a quelque temps, quelques certitudes. Quoi. Oui. Certitudes sur des phénomènes de rareté. Bon, ce soir, elles en ont pris un coup. Là. Donc, il y aura bien une rareté parce qu'effectivement, le monde est fini. Donc, mais si c'est pour dans 100 ans, la rareté est un peu moins préoccupante. Bon, je pensais que le climat allait changer parce que j'avais tendance à croire, les experts du GIEC, bon, on lit beaucoup de choses sur la vapeur d'eau, sur les cycles solaires, etc. Finalement, on finit par plus y croire. Donc, je croyais que la troisième révolution industrielle... Il faut quand même lire le rapport du GIEC, parce qu'une fois que vous avez lu les... Oui, mais bon... Non, mais quand vous avez lu le résumé technique, vous pouvez regarder ce qu'on dit sur la vapeur d'eau, ça y est... Non, enfin, les rapports de l'Académie des sciences, c'est quand même perturbant. Le rapport de l'Académie des sciences, juste lisez-le, parce que Claude Allègre a dit que le rapport de l'Académie des sciences était d'accord avec lui. C'est une belle entourloupe. Bon, enfin bref, ça dit tout le contraire. Je me place au niveau pour les nuls, justement. Bon, je croyais à la troisième révolution industrielle, je me suis dit, tiens, c'est super, on va innover, on va faire autre chose. Mais finalement, si toutes les bases sont un peu incertaines, finalement, la certitude est quelque chose de rassurant, quoi. Et là, on plonge, finalement, je me trouve plongé dans une incertitude qui est très déstabilisante. Vous avez l'impression que le futur est derrière vous, vous le voyez pas. Je voulais, enfin peut-être vous le savez, par rapport à l'établissement de la dépendance de l'économie à l'énergie, est-ce qu'il y a des économistes connus qui travaillent plus particulièrement sur
sur cette démonstration ou sur ce point-là en particulier? Ce qui pourrait donner une caution, je pense, ou non? Est-ce qu'il y a des économistes connus qui travaillent plus particulièrement là-dessus? On a regardé on a déjà regardé, oui, une question juste derrière, quelques ordres de grandeur sur le sujet. Ensuite, on peut citer Robert Herz qui a travaillé sur ce sujet-là et qui est quelqu'un qui a été énormément cité dans des ouvrages d'économie, dans des papiers scientifiques économiques sur le sujet. Donc Robert Herz a travaillé sur ce point-là. Il y a des choses qui ont été faites et on a déjà regardé nous rapidement quelques ordres de grandeur. Vous avez depuis plusieurs décennies une corrélation assez forte entre la consommation et production d'énergie et les variations du PIB. En gros, on a l'écart entre les deux, parce qu'il y a un écart, hein, vous n'avez pas une stricte proportion entre l'augmentation du PIB et l'augmentation de l'énergie. Il y a un point d'écart, c'est-à-dire qu'on gagne un point de productivité par an sur l'efficacité énergétique de l'économie. Donc quand vous avez 5% de croissance, vous n'avez que 4% d'augmentation de la consommation énergétique. Voilà. Et aujourd'hui, on a 2% de croissance. Quand on a 2% de croissance dans un pays, on a 1% de progression de l'énergie. Et quand on a une récession de 1%, on a également une récession de la consommation énergétique dans le même moment. Il y a un point entre les deux, grosso modo. Ça, c'est assez stable. Donc on a l'intention de creuser ça. On connaît quelqu'un qui a également fait ses calculs pays par pays et ça se vérifie à nouveau. Voilà, donc on est en train de travailler là-dessus. Si je lis la troisième... Oui, je pense. Si je lis le troisième point, c'est une dépendance dans l'autre sens. Ce que vous me citez, c'est une boucle de rétroaction positive, ça marche dans les deux sens. Si l'économie est en forme, elle consomme de l'énergie. C'est évident. Mais le fait qu'elle soit dépendante au premier ordre de l'énergie disponible, je crois que c'est important de le matérialiser très sérieusement et de dire voilà, demain je coupe le robinet, qu'est-ce qui se passe sur l'économie? Enfin, intuitivement, c'est clair qu'il y a un impact. Maintenant, il faut qu'on arrive à être largement entendu des économistes sur ce sujet-là. Je citerai pour compléter, je citerai un travail qui a été demandé par la... Je citerai pour compléter un travail qui a été demandé par la Commission européenne. J'ai assisté à une restitution de ce travail qui s'appelle HOP, je crois, Impact of High Oil Price, donc HOP pour High Oil Price, qui a regardé en particulier les impacts sur le transport et sur l'économie en général, avec tout un tas de modèles couplés. Je me demande si c'était pas Pauls. Voilà. Le fait est que dans ce modèle-là, aucune contrainte sur le volume n'a été prise en compte. C'est-à-dire qu'on avait des barils de pétrole qui montaient à 800, 900 dollars dans les 20 ans qui viennent. Hein, mais le modèle ne prenait pas en compte une restriction sur le volume de pétrole disponible. Et les personnes qui ont produit l'étude étaient sèches sur le sujet, enfin, n'ont pas pu répondre. C'était juste en dehors de leur périmètre de modélisation. D'où la remarque, relativiser la signification du prix de l'énergie. Je crois que c'est important. Bonsoir. En fait, dans les cadres des travaux sur ces modèles qui sont utilisés pour les différents scénarios, on entend souvent parler de méthodes bottom-up ou top-down. Est-ce que vous pourriez m'éclairer là-dessus? Est-ce que tu pourrais on va redonner la définition, reformuler la question? Bottom-up et top-down. Alors bottom-up, c'est je pars des technologies disponibles sur tous les différents secteurs d'activité, sur toutes les différentes technos de production d'énergie, d'isolation, etc. Je les multiplie par la taille des secteurs, etc. et j'obtiens des chiffres que j'agrège progressivement et à la fin j'ai des chiffres agrégés. Donc je suis parti de la base. J'ai reconstitué la consommation d'énergie, par exemple, du secteur automobile en multipliant les kilomètres parcourus par la consommation au kilomètre, etc. Et en agrégeant tout ça, à la fin, j'ai des chiffres macro. Voilà. Donc ça, c'est l'approche bottom-up. Et puis l'approche top-down, c'est je manipule que des grandes notions macro. J'ai établi les relations qui existent entre ces grandes notions macro et je fais tourner mes modèles sur ces sujets-là. La plupart des modèles aujourd'hui sont un peu hybrides entre les deux. Ils mixent les deux technologies top-down, bottom-up. Donc c'est plus une frontière très nette maintenant entre les deux. Maintenant, donc Léo, je crois qu'il y a des familles de scénarios qui sont plus traditionnellement bottom-up que top-down. Les scénarios
les scénarios désirables, normatifs, sont plus souvent bottom-up. Oui. On regarde techniquement tout ce qu'on peut faire, et on agrège. On peut dire ça, voilà. Mais voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question. Voilà. Et bonsoir. Je voulais parler de la crédibilité en fait, des 4 scénarios dont vous avez parlé. Vous nous avez parlé donc des 2 premiers qui surestimaient quand même a priori la production, la consommation d'énergie fossile, de pétrole. Et donc a priori on peut dire de ce côté-là ils ne sont peut-être pas très crédibles. Mais par rapport au scénario WWF et Greenpeace, est-ce que vous avez regardé la crédibilité pour tous les investissements dans les énergies renouvelables qui peuvent paraître vraiment démentielles et on ne voit pas aujourd'hui comment on pourrait passer facilement d'un monde où on consomme 80% de l'énergie sous forme fossile et à un monde où on soit complètement sevré, quoi. À 20 ans. Alors, je laisserai peut-être Léo répondre s'il veut sur cette question. Donc, vous avez raison, déjà, c'est important de regarder la crédibilité des scénarios normatifs d'un point de vue combien ça coûte. Ça, c'est évident. Encore une fois, la difficulté du chiffrage, elle est dans le chiffrage de la réduction de la consommation. Ce sujet sur lequel il y a des marges d'erreur plus importantes que côté production. On en est où sur les chiffres? On a un avis sur Léo aujourd'hui sur la crédibilité du chiffrage des scénarios normatifs qu'on a étudiés. On est en cours, on manque beaucoup de chiffres là-dessus. Moi j'ai envie de répondre à côté, c'est-à-dire que c'est pas, pour moi c'est pas les coûts qui sont forcément une limite, parce qu'en plus prendre un coût d'investissement, on regarde un indicateur, on en choisit un seul, et c'est forcément limitant. C'est-à-dire qu'on peut réfléchir en termes d'optimisation multicritères, où on regarde, tiens, en termes d'emploi aussi, qu'est-ce que ça va faire, en termes d'impact environnementaux, etc. Et on essaye de pondérer un peu tous les facteurs, même si c'est pas forcément explicite mathématiquement, où on ne va pas dire, bah, tiens, le facteur pour pondérer ça, c'est tant. Donc c'est déjà le coût est un indicateur partiel. Et puis, pour répondre plus sur la crédibilité, je vais répondre avec l'exemple français. Negawatt, par exemple, dans ses hypothèses de cadrage, dit voilà nos hypothèses sur l'évolution du nombre de logements. Et puis ensuite, il y a une efficacité énergétique au mètre carré, tout ça, mais en gros, ils disent que le parc de bâtiments est à peu près constant, si je ne me trompe pas trop. Ça repose sur un truc qui n'est pas la tendance passée récente, où on voit que la taille du foyer, la taille moyenne du foyer, elle diminue. C'est-à-dire que on divorce de plus en plus, qu'on fait un peu moins d'enfants, etc. Qu'il y a plus de familles mono avec une seule personne dedans, ou monoparentale. Et voilà, la discussion là-dessus, sur la crédibilité, elle est au niveau sociétal. Enfin, c'est comment tout ce qui caractérise l'accès aux services énergétiques, d'habiter dans un endroit où il fait chaud, où il fait bon, etc. Et les impacts sociaux que ça a, c'est là que ça va se passer la discussion en fait. Et voilà, nous notre travail c'est justement de dire on voudrait bien que cette discussion puisse avoir lieu sans a priori sur est-ce que c'est bien que cet indicateur il monte ou qu'il descende, mais au moins c'est quoi l'indicateur et est-ce qu'on peut en discuter sereinement. Mais sinon, pour continuer de répondre à votre question, on est un peu devant un dilemme qui est qu'on a d'un côté des scénarios pas très crédibles sur la disponibilité de l'énergie, et puis d'un autre, éventuellement, d'après une certaine lecture pas très crédible, mettons qu'on arrive à la conclusion qu'ils ne sont pas très crédibles au niveau des investissements, ce qui n'est pas encore ce qu'on dit, on n'a pas vraiment résolu la question. On a un truc qui n'aura pas lieu, parce que physiquement ça n'aura pas lieu, c'est pas possible, et un truc qui coûte cher. Bon, et puis, alors si on fait rien, qu'est-ce que ça coûte? Et le coût, c'est pas seulement combien ça va coûter, il faut aussi voir le coût. Ça se traduit par une très grosse crise sociale, par du chômage, par la précarité. C'est un coût aussi, alors ça ne se chiffre pas pour les économistes. Le fait que des gens meurent, sont malades ou sont dans la précarité, ça ne se chiffre pas avec un chiffre global à la fin. Ça se chiffre autrement. Donc elle est là aussi la difficulté à dire qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on chiffre. Il faut des indicateurs autres que économiques pour comprendre le futur. Et juste pour compléter encore, ça me fait penser, pour se rapprocher du scénario VVF qui était présenté là, le côté on donne
le physiquement possible, qu'est-ce qui est accessible technologiquement, il est complètement assumé par les auteurs du scénario. C'est quand même des ingénieurs un peu sérieux qui font ça. C'est pas que des militants aveugles, je caricature volontairement, mais voilà. C'est assumé, et donc, dans leur scénario, la demande descend drastiquement, et en effet, ils disent, bah voilà, on suppose qu'on affecte toutes les meilleures technologies disponibles aujourd'hui à l'ensemble du volume de l'industrie, des bâtiments, des transports, etc. Donc, c'est quand même un peu, ils vont fort, quoi. Ils le disent et ils l'assument. Il y a quand même une forme de militantisme chez Greenpeace anti-nucléaire, par exemple, qui n'a pas vraiment de... Ça a aucun rapport avec l'énergie, là, de nucléaire. Attends, vous voulez répondre? Je vais vous laisser. Il y avait une question, après il y a une question au fond de la salle depuis... Non, mais c'est juste, pour revenir là-dessus, il y a quand même, par exemple chez Greenpeace, ils sont connus pour leur militantisme anti-nucléaire, qui, en termes, je connais un peu Jean Covici, si on regarde de près, bon, et effectivement il y a des risques, mais en termes de CO2, en termes de coûts, si on prend un taux d'actualisation faible, c'est pas une mauvaise solution. Donc ils ont quand même un parti pris et qui est pas... Dans les scénarios, en effet, donc, en faisant une analyse d'un scénario énergétique, on va comprendre, il y a une question là-bas, Christiane, on va comprendre quelle était la motivation de ceux qui ont élaboré le scénario, et par exemple, on peut mettre en lumière que la volonté de sortir du nucléaire a été prédominante par rapport à la volonté d'émettre moins de gaz à effet de serre. C'est souvent, c'est en général assumé. On le voit quand on voit que à 20 ans près, pour sortir du nucléaire, ça les oblige à faire énormément de gaz à la place, donc ça se voit. Et puis en général, c'est pas non plus caché. Donc oui, un scénario, ce qui est important quand on fait un scénario, c'est de dire qu'est-ce qu'on a mis dedans. Voilà. Si on a mis d'abord je sors du nucléaire parce que j'aime pas le nucléaire et après je verrai pour le climat, ben faut l'assumer. On peut pas, ou alors j'ai essayé de faire un petit peu les deux, mais bon, voilà, nous ce qu'on essaie de voir, c'est de ressortir les hypothèses implicites quand elles ne sont pas explicitées correctement. C'est le but du travail. Merci Cédric. J'ai apprécié les remarques sur déjà penser à l'avenir, ça peut changer. L'évolution de l'avenir, également changer les conditions initiales, bon, ça change aussi les estimations à l'avenir. Et donc, je me souviens que dans les années 2000 environ, on raisonnait plutôt en gisement, donc pétrole, accessible économiquement. Bon, le baril a pris 3 fois la valeur de l'époque, et donc l'accessibilité change, parce que maintenant on a un produit qui a une valeur telle qu'on a des moyens à la hauteur de la recherche de ce produit. Donc on a aussi parlé un petit peu du PIB et son relation avec l'énergie. Est-ce qu'on a besoin d'un flux d'énergie accessible économiquement, facile, pour avoir une explosion de PIB? On a l'exemple toujours, le 30 Glorieuses, on a cité plusieurs fois. Ça coïncide avec deux énormes opportunités énergétiques, donc le gaz du lac. L'exploitation dure à peu près les mêmes années des 30 Glorieuses. Et puis les excellentes relations avec l'État de l'Iran, qui terminent aussi avec la déposition du Shah. Mais on est d'accord, les 30 Glorieuses, c'est au niveau mondial. C'est pas juste en France. Bon, ok, mais en France, si on prend l'exemple de la France, on avait le gaz du lac, on n'en a plus, et on avait de bonnes relations avec l'Iran qui s'effrite. Donc oui, on pouvait soutenir cette explosion, mais il y avait des conséquences aussi. C'est la période dans la construction en France des bâtiments qui est le pire au niveau des consommations énergétiques. C'est les bâtiments les plus énergivores, et on se rend compte aujourd'hui que avoir de l'énergie, avoir une explosion économique, c'est pas forcément une bonne chose. Donc on commence à regarder aussi l'accessibilité à l'énergie avec des termes éthiques, pas seulement économiques. Éthique, ça veut dire les conséquences sur l'environnement. Est-ce qu'on est prêt à les supporter? Donc gaz du schiste, les exploitants ont réagi, ils ont commencé à nettoyer un peu les procédés, pas forcément en mer, mais en terre, oui, mais pas en mer. Donc, quelles sont les conditions initiales qu'on est prêt à accepter aujourd'hui, et est-ce que ça influe aussi sur nos estimations à l'avenir? Bon, voilà, un petit peu ça.
excusez-moi, mais quelle est la question elle-même, en fait? Quel est notre engagement politique en termes d'éthique? Est-ce qu'on avant, c'était quelles sont les réserves économiquement viables, accessibles aujourd'hui? Avant, on parlait uniquement de mer Caspienne et ces réserves étaient tout à fait accessibles avec les conditions. Aujourd'hui, maintenant, le prix du baril explose, donc on a un autre cadre économique, mais on a aussi un cadre éthique lié à l'environnement, donc dans la surface, mais aussi l'environnement dans l'atmosphère. Si on intègre ces conditions initiales, est-ce que ça change aussi l'évolution dans les estimations? Donc il y a plusieurs questions là-dedans. La première, c'est quel est, à notre avis, l'état des ressources. Donc je vais redonner les ordres de grandeur. En milliers de milliards de barils, on en a consommé 1000, il en reste 2 à 4000, 1 à 4000 on va dire. Donc ça, si on prend la définition de réserve de ressources ultimes, ça inclut ce qu'on a déjà consommé. Donc les réserves ultimes, on a le bas de la fourchette à 2000 milliards et le haut de la fourchette à 4-5 000 milliards. Donc ça c'est juste pour le pétrole. Après le gaz, les réserves sont encore supérieures et puis le charbon, n'en parlons pas. Mais la deuxième partie de votre question, elle est plutôt sur l'éthique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la limite? Vous parlez de questions économiquement accessibles en fait, et vous me parlez d'émissions de gaz à effet de serre. Économiquement accessible, ça concerne l'amont de la combustion, c'est-à-dire les réserves. Le CO2 n'a pas encore un prix, enfin il a vaguement un prix sur certains marchés, mais on n'a pas encore pris des décisions contraignantes internationales pour dire que le CO2 coûte tant quand on le met dans l'atmosphère. Donc tant qu'on n'a pas fait ça, il n'y a pas de questions économiques qui se posent sur les émissions de gaz à effet de serre, malheureusement. Voilà, et toute la question sera de savoir si on sera capable de se mettre de mettre en œuvre des mécanismes économiques qui donnent un prix au CO2 pour qu'en effet on restreigne la consommation et les émissions. Voilà. Je vais donner un autre exemple pour illustrer comment le choix d'un scénario a une dimension éthique. Une des propositions qu'on porte est de proposer aux banquiers de revoir les critères d'affectation d'un prêt immobilier à un particulier qui veut acheter une maison. Et autre point également, de se donner un référentiel de réflexion correcte pour accorder ou pas un prêt à la rénovation. Donc le premier point, je veux acheter une maison qui est une passoire thermique, paumée au milieu de la banlieue, avec 0 transport en commun à proximité, et je veux m'endetter pour ça, comme tout le monde, à 30% de mes revenus. Est-ce que le bon critère pour accorder ce prêt serait de savoir si le remboursement du prêt représente 33% des revenus, ou est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt prendre en considération le remboursement du prêt, plus les dépenses de déplacement en voiture, plus le chauffage de la maison? Et du coup, ce ne serait pas 30%, ce serait un chiffre qui se situe quelque part entre 50 et 60% pour l'ensemble de ces 3 postes. Le chiffre, il reste à déterminer. On va le déterminer, on va le fixer à un niveau qui fait que l'ensemble des prêts accordés, il reste le même. Il n'y a pas de raison, on ne va pas arrêter de construire des maisons. Ou d'en acheter plutôt. Mais on a changé le critère. Et du coup, il y a des gens à qui autrefois on disait non, maintenant on leur dit oui. Et il y a des gens à qui autrefois on disait oui, maintenant on leur dit non. Parce qu'on a changé de critère pour accorder un prix. Voilà. Donc ça fait partie des propositions qu'on propose. Pourquoi? Parce qu'il s'agit aussi de faire une simulation sur le futur d'une éventuelle augmentation du prix de l'énergie et de répondre au client du banquier qui vient le voir pour un prêt, lui répondre en fonction de cette évolution. Donc le prix, on le contracte quand même pour plus de 20 ans. En moyenne, c'est 22, 24 ans un prix immobilier. Donc d'ici 24 ans, il peut se passer des choses sur le prix de l'énergie. Qu'est-ce que le banquier va prendre comme scénario, comme hypothèse d'évolution du prix de l'énergie? Pour l'instant, il n'en prend pas, c'est-à-dire qu'il considère que l'énergie, demain, elle coûte le même prix qu'aujourd'hui. Bon, de toute façon, aujourd'hui, il ne regarde même pas l'énergie de la voiture et du chauffage de la maison. Donc la question est réglée. Mettons qu'il se mette à le faire, il va aussi faire des hypothèses sur l'évolution future du prix. Là, on va lui conseiller de prendre une hypothèse haute de l'évolution du prix de l'énergie. Pourquoi?
Parce que s'il prend une hypothèse haute, il va, entre guillemets, préserver l'avenir et il va plus facilement dire non à des maisons qui sont des passoires. Donc, il va s'écrouler, on va finir par les détruire. Et puis on va plus facilement dire oui, surtout à des maisons qui sont bien isolées, qui sont près des transports, etc. Donc on va vraiment avoir un impact sur l'urbanisme. Si on prend une hypothèse d'évolution du prix qui est forte, du coup on accentue encore cet impact qu'on a sur le paysage. Et admettons que ça fasse l'effet bison futé. C'est-à-dire qu'on a imaginé que le prix de l'énergie allait vraiment s'envoler. Mais comme on l'a anticipé, du coup on a mis en œuvre un certain nombre de choses du type j'intègre une évolution du prix dans mes hypothèses de calcul de retour sur investissement, etc. Et au final, du coup, on est très vertueux. Et au lieu d'avoir une journée noire le samedi de départ, on a une journée orange. Donc finalement, le prix de l'énergie n'explose pas comme c'était attendu. Est-ce qu'il faut en conclure qu'on s'était trompé? On n'aurait pas dû faire des calculs avec un taux de progression important? Ben non. C'était l'effet bison futé. Et là, c'est une décision, c'est une position éthique pour un banquier de dire mais moi je prends une hypothèse de 5-6% d'augmentation du prix de l'énergie sur les 20 ans de votre prêt. C'est une hypothèse forte. C'est une décision, c'est un acte de décision de dire ça. Et c'est un acte quasiment éthique, mais il faut l'assumer. Parce qu'on change les choses quand on dit oui ou non à quelqu'un, on modifie le futur. Et il faut raisonner en se disant bah, peut-être qu'il y aura l'effet bison futé, peut-être que l'énergie finalement ne va pas augmenter de 6%, et pour des bonnes raisons, qui est qu'on aurait été plus vertueux on aurait été plus vertueux, on aura baissé la consommation et du coup ça serait bien passé. Exactement le même sujet sur les prêts pour des isolations thermiques. Aujourd'hui vous allez voir votre banquier pour faire une isolation thermique de votre maison. Il va essayer de calculer votre retour sur investissement en prenant une hypothèse du prix de l'énergie constante. Voilà, c'est une erreur et du coup on arrive dans beaucoup de cas à un truc qui n'est pas rentable. Vous amortissez sur 50 ans, 60 ans, vous amortissez pas du tout, donc il vous dit non. Alors qu'avec une hypothèse du prix de l'énergie qui augmente de façon importante, il va plus facilement vous dire oui. Voilà, donc c'est pas neutre. Et qu'est-ce qu'il a comme décision, comme élément pour décider le banquier? Est-ce qu'il a les scénarios de prix de l'Agence internationale de l'énergie? Personne ne fait des vraies prévisions sur le prix. Mais personne ne peut faire des prévisions sur le prix, on ne peut pas. Il faudrait connaître le futur pour le faire, et si on le connaît... Donc voilà, on est dans une situation où voilà, le futur il est derrière nous, on ne le voit pas. Et il faut faire un pari. Il faut faire un pari et puis il faut aussi assumer qu'on prend des hypothèses qui vont faire aller les choses dans le sens qu'on veut. Quitte à nous donner tort à la fin, et ce serait une bonne chose. Voilà, c'est le raisonnement qu'il faut arriver à faire. Oui, juste une question. Avec tout ce que vous savez finalement, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, en France, voire en Europe, les conditions sont réunies pour avoir un débat serein et constructif sur la politique énergétique? Alors avec tout ce qu'on sait, ce qu'on a appris au cours de notre travail, c'est que finalement, ça n'est pas grand-chose. On va rester très modeste. C'est pas du travail qu'on a fait qu'on va tirer ces enseignements-là, mais en effet, les conditions pour l'instant sont... Enfin, le débat, en tout cas, sur l'énergie, il n'est pas là. Vous lancez un débat sur l'énergie, ça se traduit en un débat pour ou contre le nucléaire, voilà, c'est assez simple la question, donc non, c'est pas ça la question. La subvention de l'essence pour les gens qui habitent. Voilà, oui, c'est vrai qu'il y a ça quand même en ce moment. Le débat sur l'énergie, c'est le prix de l'essence, la subvention, la TIPP flottante, et en effet, on a tendance à avoir les réactions, les conséquences à court terme, voilà, pour mon pouvoir d'achat aujourd'hui, et pas forcément à long terme. Donc non, le débat sur l'énergie n'est pas satisfaisant aujourd'hui. Est-ce que les conditions sont là? J'ai envie de dire que de toute façon, notre métier, ça va être d'imposer ce débat sur l'énergie de façon la plus sereine possible. Donc c'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs on essaye de rationaliser, de rendre transparent, etc. le travail sur les scénarios pour avoir le plus d'éléments objectifs, tangibles, intelligibles et comparables dans les travaux qui sont faits sur le sujet. C'est une des conditions pour que le débat puisse avoir lieu de façon correcte, mais c'est pas gagné et c'est notre objectif d'imposer ce débat serein sur l'énergie. Juste un propos un peu provocateur, ne pas intégrer le coût des transports, ça a un effet très positif, parce que ça va laisser un certain nombre de personnes s'installer dans une banlieue lointaine,
ça obligera à un transfert de coûts de la collectivité vers ces personnes pour construire une autoroute, pour construire un TGV, pour construire les transports en commun. Et en fin de compte, le fait de ne pas l'avoir intégré, c'était une chose positive, puisqu'au bout du compte, ils auront un coût de transport qui sera beaucoup plus faible grâce à un transfert public. À condition qu'on soit capable de construire ces routes, de faire ces... Obligatoirement, il y a une loi très claire dans la gestion d'une entreprise, c'est si vous ne faites rien, de toute façon, il y aura un jour ou l'autre 50 personnes qui seront tellement gênées par le problème qu'ils le résoudront. Donc ne rien faire, c'est laisser le problème se résoudre de lui-même. Donc là, dans ce cas-là, ne rien faire, c'est justement imposer à certains de résoudre le problème à votre place. C'est en effet provocateur. Bah, disons que dans l'intervalle, il y aura peut-être des gens qui vont souffrir parce que aller au boulot leur coûtera relativement cher. Donc l'idée, c'est quand même d'anticiper les choses, de faire... Oui, c'est le moyen terme. C'est quelques années. Mais sur l'urbanisme, en effet, les boucles de rétroaction sont les interactions sont dans tous les sens. C'est-à-dire que vous déployez, vous développez une zone urbaine, les transports vont suivre. C'est-à-dire que ça marche dans les deux sens. Vous développez des transports, il y a des gens qui vont habiter près de ces transports. Vous mettez des maisons à un endroit. À un moment donné, il y a une pression pour construire une route, un tramway pour desservir ces maisons. Ça marche dans les deux sens, hein, avec des temps de réaction qui ne sont pas forcément les mêmes. C'est beaucoup plus rapide de s'installer près d'un endroit que de construire une ligne de chemin de fer vers une ville. Voilà. Mais ça marche dans les deux sens, en effet. On c'est dur d'en tirer des conclusions. Christiane, c'est toi qui dis pour là. Oui, encore deux questions. Ouais. Oui. Comment fait-on pour intégrer dans les modèles et quelle est l'incertitude des politiques qui sont liées à des décisions individuelles? Je prends par exemple, l'AIE avait fait un outlook en 2009 sur les transports. Il prévoyait en 2020 qu'il y aurait tant de pénétration de véhicules électriques, hybrides, etc. Or, par exemple, le problème c'est qu'on s'aperçoit que dans des domaines, plein de domaines, le comportement des gens ne reflète absolument pas ce qu'on pensait ou ce qu'eux-mêmes disaient. Par exemple, sur les véhicules électriques hybrides, vous faites un sondage, est-ce que vous êtes prêt à payer plus cher pour avoir un véhicule propre hybride ou électrique? Les gens disent oui. En fait, depuis 6 ans en France, le nombre de véhicules, la vente de véhicules hybrides, alors qu'il y en a, même les ventes de Prius ont diminué en fait. Donc, inversement, sur les panneaux solaires, hop, vous faites un truc et le gouvernement doit revenir en arrière tellement le succès explose alors que c'était totalement inattendu. Donc, je veux dire, comment on peut intégrer dans des modèles, alors que c'est quand même des décisions, vu que les potentiels d'économie de tels véhicules sont quand même importants, comment on peut intégrer de telles incertitudes dans les modèles, comment on modélise le comportement des gens, et comment est-ce qu'on peut en tirer quelque chose, si vous voulez, à des perspectives. Je vais répondre à deux niveaux, il y a comment on peut le faire et comment c'est fait. Concrètement. Mais pour les deux questions, la réponse est la même, c'est que quelquefois on va vraiment modéliser, c'est-à-dire qu'on a constaté des élasticités à un prix, donc la voiture hybride, si elle démarre pas, si elle ne fonctionne pas commercialement, c'est parce qu'elle est beaucoup plus chère aujourd'hui, enfin trop chère, pour qu'on passe à l'acte d'achat. Donc on va être capable de modéliser économiquement, grâce à ces élasticités, à partir de quel prix elle est rentable et du coup elle se développe vraiment. Donc dans certains cas, il y a une vraie approche comme ça basée sur des élasticités qui vaut ce qu'elle vaut. Et dans d'autres cas, franchement, c'est au doigt mouillé. Parce qu'on fait une hypothèse, c'est une donnée exogène. On fait l'hypothèse qu'on met dans le modèle pour voir ce que ça donne d'avoir 20% de voitures électriques à telle date. Il n'y a aucune justification derrière, c'est pas grave. La scénarisation, c'est ça. Et qu'est-ce qui se passe si? Voilà, j'explore un scénario. J'explore si j'ai 20% de voitures électriques en 2020. Bon, on voit ce que ça donne. Et c'est pas toujours le résultat d'une modélisation économique. Alors dans d'autres cas, ça veut dire on voudrait qu'il y ait ça, on voudrait qu'il y ait 20% de voitures électriques. Quelles sont les conditions? Donc à côté, on fait un petit calcul, on essaye de faire un petit appendice au scénario qui dit comment on peut y arriver. Et quel est le niveau, par exemple, le niveau du prix de CO2 qui permet qu'en effet, le prix de l'essence a tellement augmenté que les gens sont passés à la voiture électrique. On peut faire ça indépendamment aussi. Le problème, c'est qu'a priori, le facteur prix ne semble pas... Le facteur prix n'est pas le seul. N'est pas le seul, puisque actuellement, l'essence n'a jamais coûté assez cher, et puis
Il y a de fortes incitations financières et pourtant les gens n'achètent rien. D'ailleurs, on le voit très bien dans l'élection présidentielle, personne ne parle d'environnement, d'énergie, tout le monde s'en fout. Hein. C'est passé le dernier rang, alors par 2006-2007, il y avait le pacte Nicolas Hulot, ça en parlait. Quand il n'y avait pas les problèmes, maintenant que les problèmes commencent à arriver, tout le monde s'en fout. C'est très bizarre. Donc c'est totalement irrationnel et je me demandais comment, à 50 ans, en plus au niveau mondial avec des cultures différentes, on peut intégrer de tels inconnus. Alors vous êtes juste en train de souligner le fait que faire de la prévision c'est dur, surtout concernant l'avenir. Bon, ce n'est pas faire de la prévision que de faire des scénarios énergétiques. Exactement, et en même temps voilà. Là pour le moment beaucoup de questions tournent autour de ça en fait. C'est-à-dire que le Graal de la scénarisation c'est d'arriver à une prévision, voilà. Mais c'est le Graal. Bien. Bon, bah écoutez, on va remercier beaucoup Cédric. Merci à vous.